Bonjour, bonjour et bienvenue au Festival Draconis 2024 au Cégep du Vieux-Montréal, édition en personne. On va procéder avec notre prochain panel, l'art de créer et publier votre propre jeu de rôle. Alors, d'abord, on aimerait remercier nos commanditaires, les Terres d'Obsidia, le Gnome Archiviste ainsi que Arcana Création. Et sur ce, on commence immédiatement le panel avec Stéphane, à toi le micro. Hey, bonjour. Mon nom c'est Stéphane Thériault. Je vais faire un peu comme l'animateur, même si je ne vais pas participer quand même aux discussions. Mais je vais vous laisser vous présenter. Donc, on va commencer par Philippe. Oui, mon nom est Philippe. J'ai le gnome archiviste. Je suis éditeur de jeux de rôle ainsi que distributeur de jeux indépendants, dont je distribue mon voisin ici. Tu peux en parler? Oui, Dominique. moi c'est Dominique Marchand. Vous me connaissez peut-être sur les internets sous le surnom Omnic. Je publie plusieurs jeux de rôle de façon indépendante, entre autres sur itch.io. Mais j'ai certains de mes jeux qui sont en version physique papier, donc chez le Gnome Archiviste. J'ai peut-être une quinzaine maintenant de jeux à mon actif. Là-dedans, il y en a à une page, tout ça, mais je pourrais parler davantage de mon inventaire plus tard. Puis je suis aussi co-créateur d'un podcast dans l'ombre du dragon sur podcast québécois sur les jeux de rôle indépendants et alternatifs. OK. Moi, je vais juste compléter, c'est ça. Évidemment, j'ai pas rien publié. J'ai créé mon propre jeu de rôle. En tout cas, il est en cours de création. C'est pour ça que je vais plus servir d'animateur pour diriger la discussion. Évidemment, je suis un des organisateurs de Draconis. J'ai aussi un podcast. J'avais un podcast que j'ai arrêté parce que j'avais fait le tour du sujet que je voulais parler. Fait que, donc, sur ce, on va commencer un peu la discussion. Donc, on va parler en premier de le processus de création. Donc, pourquoi des gens ont décidé de créer leur propre jeu de rôle, pourquoi ils ont décidé, comment ils ont pris leur décision sur le genre de jeu de rôle qu'ils allaient faire, etc. On va passer ces aspects-là. Et comment on procédait avec la création elle-même du jeu de rôle. Et après ça, dans la deuxième partie, on va parler de la publication. C'est quoi les processus? C'est quoi les choses qui doivent être faites? C'est quoi les différentes méthodes qu'on peut utiliser pour publier un jeu de rôle? C'est quoi les choses qu'on oublie? C'est des choses qu'on ne pense pas nécessairement qui vont être importantes, mais qui en fait le sont. Et justement, comment faire la publication après de ces différentes manières. Alors, je vais commencer en faisant le tour. Dites-moi, parlez-moi de votre premier jeu de rôle que vous avez créé et qu'est-ce qui vous a poussé à en faire la création? Pourquoi vous avez décidé un jour de décider, je vais créer mon propre jeu de rôle? Il y en a déjà quand même beaucoup sur le marché. Oups. Et donc, qu'est-ce qui vous a poussé à décider de créer vos suppléments, si vous voulez? On va commencer par Dominique. Oui, ben moi ça remonte loin dans le sens où les premiers jeux de rôle auxquels j'ai touché, c'était des jeux de rôle, comme on dit, homebrew, qui avaient été créés par des amis au secondaire, à l'école secondaire. Fait que ça fait longtemps que je connais ça, ce désir de créer son propre jeu de rôle. Puis dans le temps, c'est même pas parce qu'on avait joué, par exemple, à Donjons et Dragons, puis qu'on n'était pas satisfait. C'est vraiment juste, c'est venu spontanément de nos inspirations de jeux vidéo, par exemple. Ça, même si ça ressemblait un peu, bon, dans ces jeux-là, il y avait souvent des classes, il y avait souvent la montée en pouvoir, d'expérience, des choses comme ça. Mais moi, j'avais cet historique-là, mais après ça, en essayant plusieurs jeux, les jeux plus mainstream, puis après en découvrant des jeux plus indépendants, moins connus, d'auteurs plus niches, si on peut dire, ben là, j'ai vu qu'il y avait une grande possibilité dans le monde du jeu de rôle, puis qu'il y avait, même s'il y avait une grosse production, il y avait quand même des trous à remplir. Puis pour moi, je retrouvais pas nécessairement les propositions que je cherchais. Euh, donc, mon premier vrai jeu, entre guillemets, plus complet, c'est La Quête de l'Autre, qui était gratuit, qui était un jeu francophone. Puis j'avais certains trucs qui me poussaient. Je voulais un jeu non violent. C'est déjà une bonne part. Je voulais aussi un jeu qui parle de langage, où on joue avec le langage. Puis j'avais une image très claire dans ma tête d'êtres un peu fabuleux qui se promènent par exemple, dans une forêt mythique avec des longs parchemins qui peuvent invoquer des mots de pouvoir, tout ça. Puis ça c'est comme tout imbriqué ensemble. Puis là, je sais pas pourquoi, mais j'ai décidé, ah oui, là, c'est le temps. Il faut que je m'essaye à le créer.
Puis ça a été quand même long et laborieux la première fois, mais ça a sûrement donné une bonne expérience après pour le reste de mes jeux. Merci. Toi, Philippe? Oh, moi, ça fait très longtemps avant de faire mon premier jeu que j'ai édité. J'en ai créé plusieurs pour différentes raisons. Des fois, c'était juste pour essayer des systèmes, essayer des théories, mais aussi travailler avec d'autres de mes amis sur différents systèmes. Par exemple, on a fait un jeu de rôle qui marchait juste sur la magie et on avait, je pense qu'à la fin, on avait 17 sortes de magie différentes et chacun fonctionnait de leur propre façon. Ça veut dire, bon, si tu parlais d'alchimie, c'était vraiment de mélanger des choses. Tu avais de la magie qui était plus runique, il fallait écrire les runes. Tu avais différents types de magie. Fait que c'était d'essayer plusieurs systèmes en même temps de magie qui étaient comme très, très différentes, des choses comme ça. Fait que ça a été, ça a été le début. La création des jeux de rôle on a commencé à sortir, qu'il y en a qui sont aussi encore en développement, vient plus du fait que quand on a fin 2008 à peu près, j'avais été au Monde du jeu en France, puis oui, l'Internet était commencé, mais les jeux indépendants, les jeux français n'étaient pas facilement. On ne downloadait pas autant les jeux comme ça, puis il n'y en avait pas beaucoup ici. Il y en avait quelques-uns au Valet de Cœur, puis pas tant que ça. Fait qu'on a décidé d'importer des jeux français et des distribuer au Québec. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on s'est fait pas mal poser la question s'il y avait des jeux pour enfants. Et à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Puis quand on a commencé à le développer, là, tout d'un coup, il y a eu une explosion. Puis là, ça a fait comme, ah oui, ok, il y en a maintenant. Mais quand on a commencé à faire le développement, puis c'est là aussi dans le travail que j'ai fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut faire attention, pas partir à la dérive. Quand on a commencé à faire Level 0, c'était un jeu simple, mais c'est tellement complexifié il a fallu revenir en arrière pour refaire les autres jeux. Puis c'est ce qui a créé nos autres jeux en réalité. Après, c'était ah ben là, c'est parce que tout le monde nous demandait telle affaire, telle affaire, telle affaire. Puis on s'est rendu compte que finalement, ben on est parti dans un chemin qui est toujours intéressant, mais que c'est pas ce qu'on voulait faire. Fait qu'on a gardé ce côté-là. Bon, on va revenir. Je vais vous poser, je vais juste répondre à la question. Après ça, on va revenir. Je vais vous demander justement qu'est-ce que vous avez créé exactement comme jeu de rôle. Moi, j'avais pas. Ce que j'avais. La raison pour laquelle j'ai décidé de créer le mien, il y a pour deux raisons. Un défi personnel, tout simplement. Je voulais voir que ça a de l'air. Ça fait des décennies que je joue. Donc, je voulais voir si j'étais capable de créer quelque chose qui était assez le fun et par moi-même et original. Et le deuxième point, c'est que le genre de jeu, par exemple, que j'offre ici, c'est pas un univers qui est typique. Moi, j'aime beaucoup l'histoire, fait que je vais utiliser des histoires qui se passent dans settings de Nouvelle-France, mais une Nouvelle-France fantastique, où il y a beaucoup de légendes qui sont vraies, les légendes amérindiennes, aussi les légendes qui viennent avec les colons et tout ça, et de faire un peu le mishmash de ça. Puis je connais un autre jeu qui s'appelle Bûcheron et Loup-garou, qui tourne un peu ça, mais moi-même, j'avais commencé à travailler dans cet univers-là, là-dedans. Puis je sais que lui, il est plus axé sur juste la colonie elle-même, alors que moi, je veux aller, comme je dis, au niveau des légendes amérindiennes et tout ça, avec des créatures mythiques et tout ça. Mais c'était juste puisque j'aurais très bien pu continuer. Les premières fois que j'avais fait ça, j'utilisais le système que j'utilisais normalement, qui était GURPS à ce moment-là. Et je continuais de jouer avec ce système-là pour mes grosses campagnes. Mais pour des one-shots, je voulais quelque chose aussi, un système qui était plus simple, qui essayait de garder en même temps les différentes caractéristiques qui m'intéressaient. Fait que c'est pour ça là, que je me suis lancé là-dedans.
Fait que moi, c'est le seul jeu que j'ai. Il est pas publié encore. Il est loin d'être prêt. Là. Fait que justement, mais de votre côté, si vous pourriez parler juste un petit peu rapidement, là, quand même, parce qu'on a beaucoup de sujets. Si vous pourriez expliquer juste quel genre c'est quoi les différents jeux que vous avez créés et publiés de votre côté. OK, ben je peux commencer. Là, j'ai Oui, commencé un petit peu. Vas-y. Notre premier jeu publié, finalement, ça s'appelle Conte de Noël. C'est un jeu pour enfants, 4 ans et plus, où est-ce qu'on joue des lutins du Père Noël. C'est fait avec des dés de couleurs, c'est super simple, parce qu'on voulait quelque chose que tout le monde peut jouer, et autant comme adulte qu'enfant. Celui qui a commencé tout, level 0, il est toujours en travail, mais on a une version épurée qui utilise en partie le même genre de dés qu'on a utilisé pour les contes de Noël, qui est level 0, premier pas, où est-ce qu'on a utilisé l'univers finalement de level 0, mais avec des règles plus simples. On a, pour contes de Noël, on a quelques dérivés qui sont en train d'arriver, on est en train de finaliser. On devrait sortir quasiment 3 livres en même temps. Un second sur Conte de Noël, plus de livres, une version pour Halloween et un autre qu'on n'a pas encore trop annoncé, qui est pour tout le reste du temps. Et notre dernier jeu, c'est un jeu de survie horreur, où est-ce qu'on essaie de survivre une nuit dans un restaurant, c'est une nuit chez Benny. On a des parties ce soir, on a eu hier, toutes nos parties sont pleines malheureusement. Ou heureusement. Là. Ben, non, mais si j'en parle, quelqu'un aurait aimé l'essayer, ben là, il est plein, là, cette année. Puis, c'est un jeu, celui-là, c'est plus un jeu entre le jeu de table et le jeu de société et le jeu de rôle. Où est-ce que, c'est ça, il faut vraiment survivre, il faut faire enquête pour essayer de... Une bonne façon de survivre, c'est de faire enquête et d'arrêter ce qui se passe. Ça marche très bien pour ça. Dominique? Moi, c'est assez hétéroclite. Je dirais que je bidouille, je bricole. J'ai fait beaucoup de trucs pour des jams ou des concours de jeux de rôle, des fois des jeux en une page. J'aime beaucoup la contrainte que ça amène, la contrainte créative, mais disons pour mes plus gros projets, mes projets principaux, les 3 qui sont disponibles en version physique chez Gnome Archiviste notamment. Il y a La Route du thé, qui est un jeu de rôle solo où on joue une marchande itinérante de thé qui rencontre des clientes. Puis bon, c'est beaucoup ce qu'on appelle du journaling, la tenue de journal où on écrit comme jour après jour, on tire des cartes pour savoir c'est quoi les événements qu'on rencontre, tout ça. C'est un jeu relativement relax, feel good, tout ça. Il y a Vers le sommet, qui est un jeu 100 mètres de jeu, où on joue, c'est les monstres et les humains après, vous savez, dans les grandes épopées fantastiques où on combat le grand méchant. Puis après, qu'est-ce qui se passe après? Comment est-ce que les monstres et les humains vivent ensemble dans une grande cité qui s'appelle Mont Sommet? Et le troisième, qui est un autre jeu de rôle solo, qui est une de mes spécialités, si on peut dire, c'est Errance, qui est un jeu qui se passe dans une espèce de paysage mythique, un peu comme l'Iran, la Perse mythique, où on joue un personnage justement errant qui essaie de reconnecter les cités des fées qui ont été isolées. Puis c'est une espèce de entre un journaling comme La Route du thé et un Excall, parce qu'on crée la carte au fur et à mesure en lançant les dés sur une figure géométrique, puis ça nous dit où sont les cités, où sont les ruines qu'on peut explorer par la suite. Je me rappelle bien, Vers le sommet, je pense que tu l'as développé pour une de nos... quand on avait fait tes jams. Hein? Non, pas Vers le sommet. Je l'ai déjà présenté à Draconis, par exemple. OK. Tu penses Je peut-être suis pas mal sûr de... En tout cas, je pense que tu passes au seuil de la mort, qui est un où on explore l'au-delà. Mais par contre, tu me fais penser, c'est ça, par exemple, de faire des jams où ce que le défi, c'est de faire un jeu de rôle en une page, 500 mots, quelque chose de genre de façon. Est-ce que ça aide, d'après toi, justement, à développer la brièveté que tu as besoin ou la parcimonie, si tu veux, que tu as besoin pour faire un jeu de rôle, pour ne pas remettre ton texte trop lourd et tout ça? Moi, je pense effectivement que c'est essentiel, ou du moins ça aide beaucoup pour pas faire ce qui arrive souvent dans les cas des rôlistes. On est vraiment attaché souvent à la perfection, puis trouver juste la bonne règle, puis après on travaille 10 ans sur le même jeu sans jamais arrêter. Puis je pense que ça aide à
trouver une finalité, puis comme tu dis, à faire des règles qui sont claires, simples, puis qui servent l'expérience de jeu, parce que tu peux pas mettre plein d'artifices, puis tu sais, comme tes systèmes de sorts dont tu parlais, ça peut être super le fun pour développer plein de concepts de personnages, mais je pense qu'à la base, un jeu, ça commence sur une intention bien claire, puis les jams, puis pour moi, les concours, ça aide à trouver c'est quoi cette intention-là, puis c'est quoi les mécaniques essentielles qui viennent soutenir la motivation derrière le jeu. Deuxième question, une autre question, c'est comment vous, si je regarde, ok, prenez un de vos jeux, là, pas celui que vous préférez ou n'importe quoi, et essayez de dire pourquoi vous avez décidé de parler de ce sujet-là. Et est-ce que vous êtes parti avec l'idée, dès le départ, de le publier, ou c'est quelque chose qui est comme, je vais le faire de mon bord, puis finalement, tu te rends compte, ça pourrait être intéressant à le publier d'une manière ou d'une autre? Vas-y, on va commencer par... Philippe. Par Philippe, excusez-moi. Ouais, c'est bon. Je le connais depuis longtemps. Ben, c'est ça, La c'est vie. normal. Je vais peut-être parler de, justement, Conte de Noël. Parce que Conte de Noël, dans notre cas, l'idée est venue quand je faisais Les Aventureux, le podcast. Puis on avait trouvé un jeu qui s'appelait Les Gnomes. Puis j'ai décidé, parce qu'on était proche de Noël, qu'au lieu de faire des gnomes, on faisait des lutins de Noël. Puis on a juste joué avec le système des gnomes pour faire une partie. Puis ça a été vraiment une partie, là, genre rien de préparé. On est parti, puis on a joué, puis on s'est super amusé. Puis c'est là, à partir de là, que j'ai fait comme... j'aime le système de comment les dés sont, mais j'aimerais... encore améliorer, rendre ça plus simple. Puis là, c'est là que j'ai pensé, les lutins du Père Noël, ils ont des jobs, ils ont des trucs comme ça. Fait que c'est le même que ça a développé. C'est qu'en jouant à autre chose, en réalité, ça a été vraiment une inspiration. Puis vraiment, juste un coup, là, c'est comme, oui. Puis là, chaque idée sont tombées tout seul. Le jeu, ça nous a pris 3 mois de A à Z, quand on a commencé à le faire et à le finir, produit, papier, tout. Ça a été vraiment super rapide, parce que ça a bien été. On a fait, je sais pas, 35 tests dans ces 3 mois-là en même temps, à faire les petits ajustements, des choses comme ça. Comme le jeu était bien simple, ça prend moins d'ajustements qu'un grand jeu, on s'entend. Mais en même temps aussi, ça nous a permis de travailler en deux choses. Dans le domaine du jeu, surtout le jeu de table, il y a les auteurs et ce qu'on appelle les développeurs. Puis ça nous a aussi permis de dire, OK, on va travailler de cette façon-là. Auteur, on va rentrer ça, puis le développeur va faire sa partie aussi. C'est quoi la différence pour toi entre un auteur et un développeur? C'est là. Un développeur, c'est quelqu'un qui va être là pour aider l'auteur présentement, et c'est quelqu'un qui va être là pour trouver plus les problèmes à tes règles, et aussi à trouver des solutions. Fait que c'est une personne de solution, ça va être une personne qui va être plus peut-être mathématique dans le jeu, qui va juste regarder le jeu sur la technique et non pas sur l'univers. Ça fait que c'est vraiment être capable. Fait que, en tant que développeur, programmeur dans la vraie vie, dans les tests comme par exemple Level 0, quand tu veux équilibrer des choses, c'est long. Moi, je me fais du code, puis je peux rouler, 1000 combats en 5 minutes. Je peux simuler ça super rapidement. C'est la même chose. Un développeur va être là pour dire, OK, il va équilibrer les choses, il va être là. C'est plus le côté technique du jeu que tout le reste. Toi, Dominique? Je pense que c'est Vers le sommet qui était le premier jeu que j'ai pensé à publier. En fait, c'est une idée que j'avais il y a longtemps, puis j'avais pas réussi à faire fonctionner. Puis finalement, quand j'ai trouvé un nouveau système qui s'appelle les Belonging Outside Belonging, si vous connaissez Wonder Home par exemple, ils sont basés là-dessus, ça m'a donné l'idée que je pourrais prendre cette idée-là puis le mettre dans ce système-là. Puis c'est un système qui était relativement peu connu, puis je pense encore peu connu du monde francophone. Je me dis que ça serait bien de rendre ça accessible, puis de rendre accessible aussi une nouvelle, un peu comme je parlais tout à l'heure, une nouvelle type de proposition qui n'est pas très présente. Puis c'est un jeu
Oui, il peut y avoir de la violence, mais en fait, c'est contre la violence parce qu'on s'en va vers la paix, on cherche la paix dans cet univers-là post-guerre. Euh, Puis je me suis dit, bon, dans ce cas-là, il faut vraiment que je pense dès le début comme au type d'esthétique. Je sais qu'on va y revenir plus tard sur les illustrations, tout ça, mais ça m'a fait poser des questions pour la première fois, comme est-ce que je suis prêt à payer pour des illustrations professionnelles? Si oui, combien? Est-ce qu'il faut que je me procure un programme pour la mise en page? Tout ça. Fait que j'ai commencé à me faire cette question-là. Fait que je l'ai faite un peu plus en mode gestion de projet, là, avec des gros guillemets, mais comparativement à d'autres jeux où peut-être ça avait suivi, comme par exemple la route du thé. Au début, c'était juste un hack d'un autre système que je trouvais intéressant. Puis à un moment donné, je travaillais avec des gens d'Axolot, qui est un collectif en France. Puis ils m'ont dit, on pourrait faire une version fait à la main. Au début, c'était fait à la main, juste quelques exemplaires. Puis oui, ça serait bien. Fait que celui-là était plus accidentel, mais par le sommeil, il était plus planifié. OK. Ça, c'était notre première partie. Donc, on parlait des raisons, puis quel genre de jeu de rôle. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, si on peut dire. On parlait du processus de création. Donc, comment on fait pour... comment ça va se produire pour créer son propre jeu de rôle, comment on le teste, comment on l'écrit, etc., etc. Alors, je voudrais demander, disons dans votre cas, si vous pourriez me présenter un peu votre processus de création en général. Là. Disons, pas aller nécessairement dans les grands détails, mais juste donner une idée. OK, j'ai décidé, hey, je pense que ça vaut la peine de créer ça. Comment vous vous êtes pris? Parce que tu parlais justement de gérer en mode de projet. Tu sais, c'est comme, même si t'es pas payé, même si t'es pas, c'est quelque chose qui demande du travail. Du temps. Et donc, comment vous vous organisez? C'est quoi les différentes étapes que vous avez faites? On va commencer par toi, Dominique. Je pense qu'avec le temps, je suis devenu un peu plus systématique là-dessus. J'ai lu sur le sujet, puis vous pouvez trouver des ressources. Il y en a plein en ligne, par exemple, sur les 3 questions. Je pense qu'il y a l'équivalent de 3, 7 questions à vous poser quand vous créez votre jeu de rôle. Fait que j'ai un peu regardé à ça. Maintenant, je ne m'y tiens pas à 100%, mais j'ai essayé de me faire un plan de ce côté à qu'est-ce que j'ai besoin, c'est quoi les trucs essentiels que j'ai besoin. Comme je veux vivre tel type d'expérience, fait qu'il faut que je note, bon, c'est ça, est-ce qu'il y a de la résolution de combat, par exemple? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut que je développe, il faut que je fasse de la recherche dans l'univers, ça? Fait que j'aime me faire des plans. Après ça, je sais qu'il y a des logiciels pour aider à ça. Je suis un peu plus comme bloc-notes, là. Puis prendre des notes un peu n'importe comment, mais avec le temps, ça se détaille, puis là, je commence à faire des parties, des bribes de règles. J'essaie le plus possible d'y aller selon qu'est-ce qui m'inspire, parce que des fois, ça se peut que vous soyez rendu à réfléchir, je sais pas, encore là, au combat, c'est votre jeu à du combat, puis vous bloquez sur quelque chose, c'est mieux d'aller ailleurs, puis d'essayer de faire des choses que de bloquer. Tu sais, faire un livre de jeu de rôle en ordre, c'est peut-être pas la bonne idée. Tu sais. Comme la première partie qui est souvent la présentation, bon, vous n'êtes pas obligé non plus de dire ceci est un jeu de rôle, blablabla, mais juste la présentation de votre jeu, c'est mieux d'être assez avancé pour savoir exactement comment le présenter. Tu sais. Fait qu'il y a des choses, c'est sûr, qui vont pas être dans l'ordre, puis après qu'on va replacer. Ouais, fait qu'il y a beaucoup de calepins, il y a des idées qui viennent un peu n'importe comment, puis avec du temps, on forge ça en quelque chose de gérable. Non, un commentaire là-dessus que j'ai, c'est justement, moi avec, c'est la même chose. C'est-à-dire que, tu sais, tu peux avoir surtout pour les règles, il y a quand même plusieurs choses à penser. Fait que des fois, tu vas travailler pendant un bout, puis là, tu arrives, OK, je suis bloqué à ta minute, là, faudrait que je revienne en arrière. Sais-tu quoi? Je vais prendre un break, je vais aller faire une autre section qui est complètement différente sur l'histoire, le settings. Je vais laisser mon cerveau travailler. Et quand je vais revenir, soudainement, je vais trouver la réponse était tout à fait évidente. C'est juste que j'étais tellement dedans la première fois que je la voyais pas. Fait que, tu peux y aller, Philippe? Ben, c'est un peu la même chose. Nous autres, on travaille à 2. Fait qu'il y a beaucoup de va-et-vient. Quelqu'un a une partie d'idée, n'est pas complète, il en parle à l'autre. Ça nous permet de jouer au ping-pong pour aider à développer l'idée. C'est ça, shaker les idées, ça shake pas mal.
Le problème, c'est que des fois, on enchaîne tellement qu'on se diversifie, puis là, il faut faire attention. Faut Je veux bien dire, choisir, c'est les ça, jeux qu'on a pour rester parlé, concentré. on a eu tellement d'autres idées de systèmes, d'univers, qu'on les a pris en note, mais ça ne s'arrête pas, tu sais. Mais le principe de travail est très différent selon le type de jeu qu'on a fait, parce que tu as la grosseur de jeu, puis tu as aussi le type de jeu, le type d'univers, le type de changer la même affaire. Sur Level 0, on a 3 systèmes en réalité qui sont tous basés sur le système principal. Puis après ça, les sous-systèmes ont été. Il y en a un qui est meilleur pour faire du médiéval et certains types de jeux. D'autres, c'est meilleur pour la science-fiction. Puis il y en a un autre qui est bon pour l'horreur. Fait que toute cette petite différence-là, on les a, tu sais, finalement, on a eu des idées, puis ça marchait pas, fait qu'on a dit, bon, on va déplacer ça pour la version horreur, parce que ça va mieux fitter là. Ouais, Puis on a fait des ajustements comme ça avec le temps. Fait que ça nous a créé d'autres projets qu'on a mis de côté. Des fois, on a de la misère à pas les travailler, mais ça nous a aussi fait que ça nous a permis de travailler sur notre univers, l'univers de Level 0. Autant le horreur que le sci-fi sont tous interreliés d'une façon ou d'une autre. Fait qu'à cause de ça, à cause des règlements, à cause de, dans ce cas-là, vraiment System Matter, à cause de la différence, mais le travail est très, très différent. ouais. Ben, en fait, moi, je pourrais rajouter là-dessus, quand j'ai fait mon jeu, c'est justement, faut vraiment que si tu as un système ou un type de jeu, un univers de jeu bien précis, c'est quand tu designes ton système, comment il va jouer, c'est vraiment, il faut que tu regardes est-ce que ça va bien ensemble. Moi, j'avais pensé à un système avec des cartes, puis, tu sais, je le présentais aux autres, puis ils trouvaient ça, l'idée de base était super intéressante, mais quand on s'est rendu compte, le combat devenait beaucoup tactique, devenait plus de stratégie, comment utiliser ses cartes et tout ça. C'est parfait, sauf que moi, je faisais un jeu d'horreur qui était basé plus sur le mood et tout ça. Fait que quand j'ai regardé ça, j'ai dit, ouais, mais là, je veux que les gens se sentent stressés. Je peux pas mettre un système où ce que là, faut qu'ils pensent, OK, je vais prendre la carte là pour avoir une chance de. Tu sais, c'est comme ça va comme bloquer. Ça va en fait, ça va bloquer les gens, ça va empêcher les gens de se plonger dans la situation. Mais je l'ai mis de côté. Je dis peut-être éventuellement quand je vais faire un jeu plus comme stratégique ou de fantasy où ce que c'est pas le but, c'est pas de l'horreur, ça peut être super intéressant, mais c'est pas adapté à mon jeu, à moi, à mon setting, ce que je veux faire, au mood que je veux mettre. Fait que c'est vraiment, quand on fait le design, c'est ça, c'est vraiment un aspect. C'est pas juste une question de est-ce que les règles sont évidentes, est-ce que les règles sont simples, mais c'est aussi est-ce que le mood des règles fit avec le mood de ton jeu. Je pense que c'est quand même assez important pour faire C'est ça. Il ne faut jamais jeter des choses. Non. Moi, je sais qu'à un moment donné, on avait des règles au début qu'on avait sur Level 0 qu'on a enlevées parce que ça ne marchait pas. Mais quand on a changé toute certaines parties du jeu, les nouvelles règles faisaient que cette ancienne chose-là marchait super bien. Puis on l'a ramené. Mais souvent, tu dis, ben là, ça ne marchait pas, fait que je ne le ramènerai pas. Mais non, attends, j'ai changé assez de choses, peut-être que je vais l'essayer. Fait que des fois, tu vas faire du va-et-vient. Ça veut dire qu'il faut se garder une historique de ce qu'on a fait, de ce qu'on a gardé. Puis, je veux dire, il y a des choses qui marchent pour certains, puis des fois, ça ne marche pas pour certains. Un bel exemple, quand moi, j'essayais d'équilibrer, bon, sur l'ordinateur, ça me donnait quelque chose. Quand mon co-auteur fait le jeu, tous les monstres étaient trop faciles. Quand c'était moi qui était maître de jeu, tous les monstres étaient trop difficiles. Parce qu'on ne tire pas de la même façon qu'on tire nos dés. Pour lui, il est toujours mauvais quand il est maître de jeu. Les dés sont tout le temps du côté des joueurs, et moi, c'est l'inverse. Moi, je fais des dévastations quand je suis maître de jeu. Fait que c'est aussi d'apprendre que autant les joueurs que le maître de jeu a aussi des façons d'être, des façons. Fait qu'il faut comprendre ça. Puis ça, c'est long à comprendre et à voir. Et c'est aussi la chose que dans le processus de travail, c'est on vient ici pour jouer avec des joueurs qu'on ne joue pas tout le temps.
parce qu'ils vont voir le jeu d'une façon différente. Puis, en réalité, un jeu, une fois que tu as à peu près fini, il faut au moins faire 50 games avec que du monde différent à chaque fois pour être sûr qu'on ait une finalité. Oui, c'est à peu près le minimum 50. Le monde pense pas, mais vraiment, côté mathématiquement, voir le nombre de choses, c'est à peu près le nombre de parties que ça prend sur une complexité. Un jeu super simple, ça peut être 5, 10, mais un jeu, surtout un jeu de campagne, qui va être à plus long terme, c'est minimum là, 50 avec 50 groupes de personnes différentes à chaque fois. Mais quand je dis des groupes, il y a peut-être des joueurs qui vont être dans 2, 3 groupes, mais s'ils sont avec d'autres personnes, la dynamique va être différente. Fait que la dynamique de jeu change beaucoup. Et il faut prendre ça en considération pour certains jeux. C'est pas vrai pour tout, mais ouais. Avais-tu quelque chose à rajouter, Dominique? Ben, là-dessus, je pense que prendre en compte les différents types de maîtres de jeu, si votre jeu est un maître de jeu, les différents types de joueurs, joueuses, c'est vraiment important. Puis pour moi, les conseils qu'on peut mettre dans un livre de jeu de rôle, c'est aussi important que les règles obligatoires. Ben, on s'entend, vous pouvez jouer mes jeux comme vous voulez puis pas suivre les règles, je m'en fiche, ça vous appartient. À rendu là, c'est jamais vraiment obligatoire des règles, mais les conseils puis les intentions que vous mettez dans votre jeu, rendez-les explicites. C'est utile pour les joueurs de savoir, OK, c'est pour ça qu'il a fait ça, ou c'est pour ça qu'elle a écrit ça. Puis là, s'ils vont diverger, s'ils décident de diverger des règles, ben, au moins ils vont savoir pourquoi. T'sais, pourquoi c'était important, pourquoi c'était là. Alors qu'on a des jeux, par exemple, comme Donjons Dragons, qui ont tellement évolué avec le temps, avec comme les expériences puis les rétroactions des joueurs, tout ça, qu'on sait plus trop. On sait plus trop pourquoi c'est là. C'est-tu vraiment important que le druide puisse porter de l'armure en métal ou non? Pour l'histoire, c'est comme un point, tu sais, il y a tellement... Pour moi, quand on a trop de mécanique, quand on a trop à un moment donné, on sait plus trop, justement, l'essence que je parlais plutôt de l'essence du jeu. Puis ça, il faut la communiquer pour que, entre autres, que les maîtres de jeu puissent bien le comprendre puis bien recréer... parce que l'auteur, après ça, il n'est plus là au parti. Mais ça, je pense, ça montre aussi que les premiers jeux comme ça, dans ce temps-là, ont tout évolué plus de simulation, de combat, de wargame, comme Chainmail, comme le jeu que je joue, GURPS, il vient aussi d'un autre système qui était fait vraiment pour des affrontements 1 à 1. Fait que c'est dans eux autres, évidemment, quand tu fais des jeux comme ça, les aspects tactiques sont très, très, très importants. Puis là, ils ont développé le jeu de rôle, mais ces aspects-là ont toujours été considérés comme super importants, alors qu'aujourd'hui, je pense, c'est comme, OK, ça peut être le fun de voir des combats complexes, là, mais à un moment donné, c'est juste un aspect du jeu, c'est pas l'intégrité du jeu au complet, la complétude, le fait que le jeu ne tourne pas juste autour de ça, là. Il y a aussi travailler beaucoup sur les interactions, avoir le fun entre les joueurs et tout ça, etc. Bien, il y a un terme qu'on parle souvent, c'est ce qui s'appelle la partie typique d'un jeu, d'une partie. Et je pense que les intentions, expliquer les intentions du jeu, c'est là que tu vas aller chercher plus la partie typique que les règles elles-mêmes. C'est sûr que les règles, il faut qu'elles emmènent à cette partie typique-là. Mais une partie qui est ratée, c'est souvent c'est pas parce qu'ils n'ont pas suivi les règles, c'est parce qu'ils n'ont pas été vers l'intention. C'est pour ça que l'intention est très, très importante. T'sais, le système, c'est juste un outil. Là. C'est un outil. Qui est bon. Vous pouvez l'aimer ou pas, mais une bonne partie, ça va être une bonne partie, peu importe le système. Une mauvaise campagne va être mauvaise, peu importe que le système soit bon, si l'histoire est pourrie. C'est ça. C'est pas ça. C'est pas le système. Tu peux avoir le système le pire au monde, peut-être, sauf fatal, mais bon. En tout cas, si vous voulez un jour regarder c'est quoi un système pourri, vous pourrez regarder un système qui s'appelle fatal, mais bon. L'idée, c'est de dire des bons joueurs, un bon maître de jeu peut faire une bonne histoire, peu importe le système qui est derrière lui. Pour moi, c'est juste un tool, puis un outil. Puis en fait, plus ça va, plus dans mon expérience, puis moins le système est important. Je veux quelque chose qui soit simple, facile à utiliser ou que je maîtrise très bien. Pour qu'il puisse disparaître en arrière, j'ai juste besoin de dire « OK, je joue telle affaire ». Puis le joueur n'a pas besoin de connaître les règles. C'est pas ça, il n'a pas besoin, s'il veut, il
peut le faire. Je veux dire, il n'y a pas besoin de ça. Lui, il est là pour jouer, il est là pour s'amuser. Moi, je suis là aussi pour m'amuser aussi. Là. Fait que ce côté-là, c'est moins important pour moi. Mais là, encore une fois, ça dépend d'une personne à l'autre. Là. OK. Est-ce que vous avez, encore une fois, vous pouvez choisir un de vos jeux comme ça. Est-ce que vous avez dû faire des recherches et à quel moment quel genre de recherche vous avez pu faire? Est-ce que c'est tout ce qui est sorti de votre tête ou vous vous êtes amusé à aller chercher, à faire des recherches pour certains, dans certains settings et tout ça, comment ça marche? Est-ce que vous avez un processus pour faire des recherches quand vous voulez faire un jeu de rôle? Ben, c'est sûr, ça dépend du jeu. Je veux dire, les lutins du Père Noël, on s'entend que c'est des légendes du lutin du Père Noël. Puis en même temps, c'est un peu ce que. Ça dépend du Wikipédia. Non, mais ça dépend des pays aussi, hein. Fait que c'est très, 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 très personnel et différent. Fait que je dirais plutôt que c'est quand on a commencé à faire le bestiaire pour level 0, on a décidé qu'on y allait sur les légendes réelles. Parce que souvent, le monde a commencé à avoir certaines créatures selon comment Donjon les a transformées, etc. Puis on a même vu qu'au cinéma, c'est rendu plus des versions de Donjon. Mais là, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en réalité, la même créature était une chose très différente par pays. Juste le vampire, par exemple. Le vampire, le vampire, le loup-garou, les fantômes, les choses comme ça, tu as des légendes dans tous les pays, partout dans le monde, ils ont une version, quelque chose. Mais la même chose, si tu regardes en réalité la légende des gobelins, la légende des lutins et la légende dans d'autres pays comme les Bogarts, des choses comme ça, en réalité, c'est toute la même créature. C'est juste qu'ils ont un nom différent parce qu'il y en a un, c'est le nom allemand, l'autre, c'est le nom anglais, l'autre, c'est le nom français. Puis, tu fais que, ouais, mais finalement, c'est pas ce que tu vois à Donjon parce que. Donjon, ils les présentent toutes, mais avec des nombres d'un point de vue différents. Des points de vue, puis ils ont des looks qui sont pas les mêmes. Si tu regardes, c'est ça, tu regardes les fées dans certaines légendes. Si tu vas en Angleterre, ben les fées, c'est des créatures qui se multiplient en allant voler des enfants. Ouais, c'est ça. C'est pas des belles créatures, ils sont pas gentils, sont cute pour attirer les enfants, puis après ça, puis ça transforme l'enfant en nouvelle fée. Mais dans un autre truc, quand tu dis fée en allemand, ben en fait, c'est toutes les créatures féeriques. Fait qu'on voit, comme par exemple dans World of Darkness, où est-ce que les gobelins, c'est un type de fée, telle affaire, c'est un type de fée, ou c'est les choses. Fait que les légendes, fait que c'est là qu'on s'est rendu compte que, franchement, choisir une légende ou un autre, c'est pas facile. Fait que c'était d'aller faire de la recherche puis dire lequel on trouve le plus intéressant et lequel est le plus universel. C'est pas toujours le cas. Fait que des fois, on a été dit, bon, le plus universel, c'est ce que le monde connaît plus présentement, fait qu'on va utiliser ça. Mais d'autres fois, on a dit, non, on va aller chercher vraiment les légendes de, OK, bon, ben ces monstres-là, c'est plus France. Il y en a plus, mettons, en France, dans les légendes. On va utiliser celui-là. S'il est plus en Allemagne, on va utiliser les légendes allemandes, parce que c'est ça qui parle le plus dans ces coins-là. Fait que oui, on a fait beaucoup de recherches. Fait que comment on a fait nos vampires, comment on a fait nos loups-garous sont basés sur une ou des fois un mix de deux légendes parce qu'ils fitaient bien ensemble. Mais c'est... fait que des fois, tu arrives et tu fais « Ah non, c'est pas ce que je croyais. » Je sais que, par exemple, le loup-garou, évidemment, le werewolf américain, il se transforme en loup. Mais je pense que la version française, littéralement, il peut se transformer en n'importe quoi. Oui, il y a des légendes que c'est en n'importe quoi. C'est vraiment des choses. Oui, ça seront très plus proches du vampire dans un sens où est-ce que le vampire se transforme en chauve-souris ou il se transforme en loup. Des fois selon les légendes, il se transforme en seul animal. D'autres légendes, il peut faire les deux. D'autres, ben, en fait, ceux que tu vois dans Transformation, en réalité, c'était vraiment les loups-garous. Tu sais, si tu regardes Dracula, en réalité, les créatures qui se transforment alentour, c'est des loups-garous. Fait que Dracula attire les loups-garous en plus
des autres vampires. Puis ça a tellement, c'est ça, ça a Puis tellement après ça, effacé. ça s'est tellement modifié. Ouais, c'est ça. Les légendes, il y a un film qui est sorti, Le Monde ont fait des légendes, par exemple. Super bel exemple, quand tu mets des rituels satanistes puis qu'ils mettent la croix à l'envers, mais la croix à l'envers, ça n'a aucun rapport au satanisme en réalité. C'est un film des années 60 qui a commencé ça. C'est la croix de Jean-Baptiste, en fait, la croix à l'envers. Fait que c'est loin d'être sataniste, c'est très, Oh, ouais, non, c'est c'est très ça, catholique. Même affaire, ça, on peut les être surpris, pentagrammes. c'est ça, on peut être surpris Le pentagramme, c'est de la protection, c'est pas pour appeler, Non, c'est pour c'est se ça. protéger. C'est ça, on serait surpris de savoir, il y a bien des choses qui sont supposément connues à Mais- propos de l'occultisme qui sont, vient de films. c'est ça, c'est des films qui ont créé ça de toutes pièces, c'est même pas des vraies légendes. C'est ça. Euh, C'est devenu c'est par ça. après. c'est ça, On lit pas les sources, ils vont à leur connaissance, à la culture Ouais, populaire. regardez, Ou c'est juste Dracula parce que a c'était tellement- drôle. La croix à l'envers, là, c'est juste parce qu'il y a un gars qui l'a mis à l'envers puis il a trouvé ça drôle. Regardez la légende de Dracula, elle est. Tu sais, y en a une trop. légende, ben, évidemment, c'est ça, il n'y en a même pas. Bram Stoker, commencé Vlad, c'était Vlad l'Empaleur qui était connu, c'était un gars de Transylvanie qui était un conquérant, puis avait détruit les ennemis. Il avait libéré la Transylvanie, il était considéré comme un héros, sauf qu'il aimait empaler les gens. Il y a 20 000, 30 000 personnes, c'est comme sur Petit le pal. défaut. C'est ça, de taille, là, mais il était très, très cruel. Mais après ça, Bram Stoker en a fait un vampire. Et la majorité des mythes aujourd'hui qu'on voit comme un vampire viennent de ce roman-là qui ne correspond pas à les légendes des vampires qui existent vraiment, comme le Virulacos, en tout cas en Grèce. C'est comme, ou même il y en a évidemment au Japon, puis c'est toutes des créatures complètement différentes. Fait qu'il faut vraiment que tu ailles passer au-delà de juste, si tu veux faire quelque chose qui est basé sur les vrais. Je donne un autre exemple aussi, les fameux contes des frères Grimm. Tu sais, La Belle au bois dormant, ces affaires-là, le petit chaperon rouge. Allez voir les versions non Disney. Son grim. Disons que c'est pas... Le terme ouais, grim est disons que plus de la ça. Belle au bois dormant, c'est pas en la réveillant, c'est pas en l'embrassant qu'il la réveille. OK? Je vous dis juste ça. Fait que, tu sais, c'est comme il faut se méfier là, de la connaissance normale, parce que souvent, elle n'est pas basée du tout sur ce qui s'est passé. Mais bon, c'est quand même juste un effet. Mais c'est ça, intéressant pareil. Ouais, L'exemple que je disais ça, c'est que dans ta recherche, il faut aussi faire attention où est-ce que tu vas chercher ta documentation, parce que ce qu'on trouve maintenant, surtout sur le web, c'est beaucoup sur le populisme plus que sur les choses. Fait que nous autres, on a fait de la recherche, on a pris des livres en vieux français sur les légendes, on a pris... puis le livre est même pas traduit, là. Fait que quand tu comprends comment fonctionne le vieux français, c'est pas si pire à lire. Ça se lit... Après 15-20 minutes, tu es capable... Non, en réalité, c'est quand même pas si pire. C'est juste que les expressions vont être différentes. Mais tu sais, je veux dire... Quand il y a certains mots avec des S, tu sais, comme qui les est, puis qui n'avaient pas ça, puis les choses de même, je veux dire, nous autres, on est allés sur ces vieux-là parce qu'il y a quand même, oui, il y a eu de la modification avec le temps, mais même à cette époque-là, c'était déjà du populisme de cette époque-là. Mais... Je vais juste avancer parce que quand le temps passe. Ouais. Quand on revient à notre création, pour vous, quand vous vous asseyez, qu'est-ce qui est le plus, je dirais pas le plus important, mais disons, c'est quoi? Je vous demanderais tout simplement ça. Est-ce que c'est important que la logique de votre monde soit bonne? Et là, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'éléments fantastiques, mais souvent, même dans la plupart, quand on crée des jeux, un des aspects, c'est de dire, OK, on crée un système de magie, évidemment. Moi, la magie, ça n'existe pas. Il y en a qui peuvent penser le contraire, mais c'est pas important. Le fait de dire, c'est que dans ce monde-là, la magie existe, mais ça ne veut pas dire que pour autant que la logique ne doit pas exister. C'est-à-dire que quand tu crées un système de magie, il faut qu'il soit logique et que tu respectes les règles que toi-même tu établis. Mais il y en a pour lesquelles c'est comme pas tellement important, puis
on peut faire ce qu'on veut finalement avec les affaires. Fait que j'aimerais ça pour savoir, pour vous autres, là, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que la consistance de votre système est importante ou c'est comme vous êtes plus laissez faire, puis la règle du cool, là, c'est finalement tout ce qui est cool est correct, puis c'est pas très grave si ça ne matche pas ensemble. Ben, pour moi, je fais pas nécessairement de distinction quand je crée des jeux de rôle entre l'univers et le système. Pour moi, il faut qu'ils s'imbriquent ensemble, puis qu'il y ait une certaine cohérence thématique. Fait que même si le réalisme n'est peut-être pas quelque chose que je recherche tant que ça, je pense qu'il faut qu'il y ait une cohérence que, justement, s'il y a le rule of cool, si tout ton univers est basé sur le rule of cool, puis c'est ça les types d'histoires qu'on veut jouer là-dedans, ben c'est parfait. Puis pour moi, il n'y a pas de problème si tu peux faire des sauts qui n'ont pas de bon sens, tout ça. Après ça, si c'est une tragédie, si c'est des types d'histoires que tu vas raconter, c'est des tragédies, il faut que les règles soient cohérentes avec ça, il faut que l'univers aussi soit cohérent avec ça. Si c'est très low fantasy, s'il n'y a pas trop de pouvoir, mais tous les personnages, eux, ont des super pouvoirs, ben là, tu demandes pourquoi. Est-ce que c'est vraiment ça le type d'univers qui va vraiment avec avec les personnages et le type d'expérience que les joueurs vont faire. Une chose que je trouve importante aussi à dire, c'est qu'un jeu de rôle n'a pas besoin de tout faire ou de tout expliquer. Je sais qu'il y a des jeux plus, ce qu'on appelait avant simulationnisme, j'aime vraiment pas ça ce terme-là, mais il y a des jeux qui ont tendance à mettre des règles pour un peu tout, tu sais, même dans Donjons Dragons, il y avait les dégâts quand on tombe, les dégâts de chute, des choses comme ça. Puis là, les gens disaient, ça avait pas, c'est pas réaliste, mais ça n'a vraiment jamais été vraiment important. Mais des fois, on a tendance à mettre plus de règles pour vraiment monter toutes les situations possibles. Qu'est-ce qui arrive si on décide de faire du grappling avec un poisson dans l'eau? T'sais? Des situations ridicules de même, parce que ça va arriver, tu peux juste laisser ça à table puis dire, ils vont gérer avec ce que tu leur donnes. Toi, en tant que créateur, juste besoin de penser à ce qui est, encore une fois, essentiel à ton projet. Fais des règles pour que ça se tienne dans un tout cohérent au niveau thématique, aussi au niveau esthétique, tout ça. Puis les joueurs, les joueuses, les maîtres de jeu vont se l'approprier, puis vont avoir tout le matériel après pour pouvoir penser à ces autres situations-là. Fait que je pense que c'est important parce que sinon on peut se perdre dans les choses, justement. Qu'est-ce qui est... mais eux, ils vont me critiquer parce qu'ils disent qu'en fait, les trous noirs, ça fonctionne pas de même. Dans cet univers-là, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais je dirais une affaire. Moi, tu parlais du trou noir parce que moi, je suis je suis pas un physicien, mais je m'intéresse beaucoup à ça, à la physique. Et moi, te dire en affaire, des fois, là, j'ai fait des parties où tu avais le côté technologique avec les trous noirs, tous les phénomènes qui se liaient, la dilatation du temps, puis la mécanique quantique, la vraie, là, pas le blabla qui pense que c'est... tout le monde pense que ça veut dire n'importe quoi, là. Et le côté magique, mais je vais vous dire en affaire, là, quand tu regardes puis tu fouilles vraiment dans ce que la physique offre, la magie, là, c'est comme... c'est rien. C'est quasiment de la magie. C'est tellement fou ce que tu peux créer comme situation avec de ce qu'on pense que ça se passe, là. Que c'est comme la magie, c'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est comme ça n'a plus d'importance, là. C'est tellement malade comme affaire, mais bon, ça c'est juste. Moi, je m'en sers beaucoup d'ailleurs pour mes campagnes. J'aime faire des recherches sur ces aspects-là, puis trouver des aspects qui sont théoriquement vrais. Ça ne veut pas dire qu'on les a prouvés, mais on pense que c'est comme ça. Puis après ça, comment le prendre, puis en faire une aventure avec ça, où ce que les gens leur tête va exploser en sachant que c'est basé sur tous des faits théoriques possibles, là. Voyage dans le trou noir, à l'intérieur d'un trou de verre, sauver quelqu'un qui est en prison autour d'un trou noir, mais là, ça s'arrive en faisant ça, se retrouver 1000 ans dans le futur à cause de la dilatation du temps, c'est ça. Fait que ça fait vraiment des situations que tu peux vraiment sortir de toutes sortes d'affaires. Fait que moi, je me sers beaucoup de mes recherches pour ça. Aussi, par exemple, là, dans mon jeu pour les légendes québécoises, avec des cas, veux pas, oui, je connais quand même l'histoire de la Nouvelle-France, mais il y a tout le côté amérindien que je suis moins familier avec. Fait que ça va me faire... si je veux avoir... le but, c'est pas de faire un livre d'histoire, mais au moins, mon côté fantastique, je veux l'intégrer dans un milieu qui était relativement vrai. Fait que oui, je vais aller fouiller, puis je vais aller trouver
des ressources qui vont m'expliquer les légendes amérindiennes, c'est quoi les créatures qui existaient, c'est quoi les différentes religions et tout ça, pour essayer de trouver les choses cool que je pourrais utiliser. Parce que, bon, comme je dis, je suis pas un Amérindien. Fait que c'est comme, c'est pas à moi de décider là, qu'est-ce qui est vrai ou pas là-dedans, mais j'essaie au moins de garder, de respecter ce qui existe vraiment, puis de dire, hey, mais si c'était vrai, ça, ces affaires-là. J'ai joué beaucoup avec ça dans mes longues campagnes, souvent avec des mythologies. Ce que je fais, j'ai une campagne qui était juste un exemple, qui était dans le milieu, le Japon médiéval, mais un Japon médiéval fantastique, où ce que les mythes de la mythologie Shinto étaient vrais. Fait que ça m'a permis de fouiller pour essayer de comprendre la philosophie Shinto, c'est quoi les différentes déités, comment ils se comportent, c'est quoi les différents aspects, et les inclure dans ma campagne. Puis je sais, le problème là-dedans, c'est que sur une philosophie comme ça, tu as des tonnes de versions de la mythologie. Tu avais les mêmes dieux, les mêmes kami, mais dépendant de la version, ils faisaient différentes affaires. Dans un était bon, l'autre était evil, et la même personne. Puis, fait que, tu sais, faut que tu décides laquelle que tu veux utiliser là-dedans, parce qu'à un moment donné, il faut bien que ça se fasse, là, que tu décides c'est quoi, mais fouiller ça, puis trouver des mondes, de prendre des choses comme ça, puis d'en faire quelque chose qui est intéressant. En tout cas, pour moi, c'est un vrai fun de le faire. Pour quelqu'un qui aime moins passer du temps à faire de la recherche, c'est sûr que il va peut-être vouloir faire juste sortir de son imagination. Moi, je trouve ça intéressant d'introduire des choses pas nécessairement qui sont vraies, parce que surtout dans les mythologies, mais qui existent quand même dans le vrai monde. Oui, mais c'est sûr que tu parles comme un bel exemple des kami qui sont... Oups, voyons. D'un bord, sont evil, là, puis l'autre bord, c'est good. En réalité, c'est souvent ce on voit ça, puis c'est quand tu fais tes recherches aussi, tu comprends, c'est que si c'est le dieu d'un autre groupe, puis tu es en guerre contre l'autre groupe, ben son dieu devient evil. Comme si tu regardes tous les trois quarts des démons qui sont développés par le catéchisme, c'est en réalité des anciens dieux good de d'autres religions. Oui. Des fois, les noms ont légèrement changé. Aussi, ils mettent ça des noms de démons, mais en réalité, si tu lis la définition du mot, c'est carrément Dieu de quelque chose ou Seigneur de quelque chose. Il y a plein de démons, de dieux de Mésopotamie, par exemple, qui sont devenus des démons. La majorité des démons, comme tu sais, quand on parle de Baal, Zébut, ben Baal, ça veut dire Seigneur, puis Zébut, ça veut dire mouche. Fait que c'est le seigneur des mouches, c'est le dieu des mouches. Ouais, Belzébuth. Mais quand tu regardes, puis tu veux... Déjà, tu vas sur la mythologie, tu mets une partie de la logique de côté, mais comme c'est c'est de la mythologie, elle a sa propre logique. Il y a des raisons d'être pourquoi il existe de cette façon-là. Fait que dire, est-ce que je veux mettre de la logique? Ben, c'est de mettre la logique de notre époque et des choses comme ça. Fait que des fois, il faut dire, la logique, je la pitche par la fenêtre, là, puis je vais y aller. Puis pas parce que c'est cool, mais parce que ça a rapport à sur quoi on est en train de travailler. C'est ça, mais tu peux tu peux dire, c'est pas nécessaire d'avoir les logiques, mais il faut que ce soit cohérent avec soi-même. C'est plus une cohérence qu'une logique. Mm-hmm. OK. On va passer maintenant à d'autres choses. Si je regarde, si les gens veulent partir créer leur propre jeu de rôle, j'aimerais ça que vous m'expliquiez c'est quoi votre charge de travail? Parce que c'est évidemment, si tu veux aller jusqu'au bout, c'est un travail, même s'il n'est pas rémunéré, il faut être sérieux. Donc, pour vous, ça a pris combien de temps? Comment vous travaillez là-dessus? J'en connais, par exemple, François-Michael Labrie qui a fait publier son Jane Dusk. Il est venu, il a travaillé, il avait déjà commencé à travailler, il a commencé à venir le présenter au Festival Draconis, la toute première édition. Il est venu les 4 premières années, il faisait toujours du playtest pour ça. Là, après ça, il y a Estelle qui est allée l'aider.
Là, finalement, ils ont réussi à le publier, là, 2 ans peut-être. Puis là, évidemment, il offre d'autres parties. Mais tu sais, lui, il a travaillé pendant des années sur son système. Là, tu me parlais, par exemple, toi, de 3 mois sur Conte de Noël. Fait évidemment, encore une fois, ça va changer. Là, son jeu de Gene Dusk, c'est un setting complet c'est ça. avec le système. Fait que c'est pas. Fait que, mais prenez-vous des exemples comme ça, puis essayez de nous dire c'est quoi la manière que vous avez travaillé. Est-ce que vous travaillez de façon constante ou ça va par bloc de temps ou juste en général votre horaire, à quoi ça ressemble? Ben, tu sais, c'est sûr que si je faisais ça à temps plein, mon horaire serait hyper différente. Là, comme on jongle différents projets aussi, des fois ça avance. Puis à un moment donné, justement, quand on a sorti Conte de Noël, ça a tellement bien déroulé qu'on a fait. Ben là, on va le faire tout de suite, on va le finir, ça va être fait. Mais l'affaire de création de jeux de rôle, ça t'oblige à découvrir plusieurs autres métiers. Tu as le métier d'éditeur, tu as le métier, comme la mise en page, tu as tout ce côté-là, tu as les éditions, corrections, toutes ces choses-là. Financement aussi. Financement. On pense pas, là. Promo. Il y en a, là, tu sais, comme designer. Je veux dire, oui, des fois, tu peux être aidé, mais quand tu t'auto-édites, ben, tu as tout ça. Puis, à un moment donné aussi, il faut aussi apprendre que tu peux pas tout faire comme du monde. Fait que, je veux dire, la correction, moi, il y a toujours comme 12 personnes qui passent en arrière parce que, veux pas, même à moins d'engager un professionnel qui, lui, qui a une technique de travail pour la correction. Parce que c'est pas juste de corriger les fautes, c'est corriger les phrases pour que ça soit compréhensible, ça sonne bien. Pour les régionalismes aussi, on s'entend que tu écris ici en québécois, ben, est-ce que les Français vont comprendre la même chose que tu veux écrire? Si tu veux l'écrire en 2 langues, la traduction, ouais, on est bilingue, mais j'aime mieux donner un anglophone qui parle français, traduire vers l'anglais, et un francophone qui va lire l'anglais, qui va vers le français, parce que c'est 2 choses différentes. Même si je connais les 2 langues, je suis complètement bilingue, j'ai même les techniques de traduction. Je suis francophone, je vais traduire de l'anglais en français, mais je n'irai pas dans l'autre sens. Même si je l'ai appris, j'ai fait les cours de traduction. Il y a une différence entre comprendre les techniques et aussi comprendre la réalité du langage que tu l'écris. Puis en fait, c'est des régionalismes. Tous ces travaux-là, va falloir que tu les apprennes. À moins que tu sois à plusieurs, puis là, au moins, tu peux... Je vais juste mettre un point, pour ça, je te passe la parole, Dominique. C'est ça... oui, c'est ça, c'est que... on va en parler un petit peu tantôt, mais vivre de ça, c'est très... Surtout ici au Québec, c'est rare. C'est très rare, puis il y a eu quelques exemples qui ont passé, puis on y reviendra tantôt. Mais c'est ça, fait que naturellement, quand vous travaillez, souvent, vous faites ça à vos temps perdus, parce que vous avez votre job, évidemment, pour vivre votre vie, là, et tout ça. Fait que, évidemment, on n'a pas toujours le temps de travailler là, de façon constante là-dessus. Là. Fait que c'est sûr que dans ce cas-là, ça va étendre le travail. Là. Vas-y, Dominique. Oui, puis sur ça, un truc que j'ai appris plus tard, puis c'est la même chose pour l'écriture. Par exemple, si vous voulez écrire un roman, il faut apprendre à en écrire un peu chaque jour, à se faire une routine de travail. C'est assez important. Puis je dis pas du tout que c'est comme ça que j'ai fait la majorité de mes jeux. Comme j'ai été voir par curiosité combien de temps ça avait pris pour certains de mes jeux. Quand c'est un jeu de 500 mots pour un concours, ça peut prendre 2-3 jours. La majorité du temps de ces jours-là. Mais vers le semestre, je l'ai commencé en décembre 2021, puis je l'ai sorti en octobre 2022. Puis ça, c'est sans compter de la conception qui est venue avant. Errance, janvier à mai 2024. Mais ça, même ça, je pense que ça couvre pas tout, parce que moi, il y a beaucoup de temps que je fais juste comme concevoir, faire des brainstorming, créer des idées, puis après les rayer, juste passer à travers des calepins avant, puis ça compte, c'est du travail, puis même je pense que
c'est un travail qui n'est même pas vraiment représenté dans le prix des livres, parce que souvent les gens disent « Ah, c'est un livre de, mettons, 20 pages, je vais pas payer plus que 10 $ pour ça. » Ils vont comme par le nombre de pages, mais la conception, des fois, il y a autant de pensée qui a été derrière ce livre de 10 pages-là, des fois, que des livres de 200 pages. Fait qu'il y a beaucoup de travail de conception. Moi, je suis chanceux parce que l'écriture me vient quand même facilement. Bon, c'est mon travail aussi, c'est ma profession d'écrire. Il y a des choses qui me viennent moins facilement, qui me prennent plus d'énergie, autour des tables aléatoires. Je trouve que ça prend beaucoup d'énergie créative. Et je perds aussi beaucoup de temps avec la maquette. Quand on parle des différents types de métiers, pour moi, là, la mise en page, c'est vraiment pas quelque chose que j'aime. Puis j'ai essayé avec Affinity Publisher, qui a un bon logiciel qui vient souvent en vente, d'ailleurs. C'est quelque chose qui vous intéresse. Mais j'ai tellement de la misère à me retrouver là-dedans. Il y a certains des jeux, je dois l'avouer, qui ont été faits dans Word. Oui, vous pouvez faire un jeu publié dans Word. Dans Google Docs. J'ai déjà fait un jeu aussi dans... comment ça s'appelle? Google Slide, je pense, l'équivalent de PowerPoint, oui, mais sur Google, sur Slide. Tu sais, c'est vrai que pour faire un jeu qui a l'air très professionnel, il faut passer à travers toutes ces étapes-là, mais il y a des outils en ligne quand même qui existent pour se faciliter la tâche. Puis à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter de me battre. Parce que moi, pour un jeu en quelques pages, je vais le faire avec les diapos, puis j'en fais un PDF, puis voilà. Mais c'est sûr que si vous voulez un produit fini qui est très léché, tout ça, ça demande plus de perfectionnement, puis on va y revenir, mais ça demande aussi plus d'argent si vous voulez vous payer des illustrateurs, si vous voulez vous payer d'autres experts, comme tu mentionnais, des relecteurs, parce qu'ils peuvent tout faire ça bénévolement, mais honnêtement, moi, je suis tout pour, premièrement, puis deuxièmement, moi, je pense que c'est important de rétribuer le travail. Ouais. Parce que c'est ton projet, fait que toi, c'est sûr que tu fais ça par passion, fait que tu le fais, mais eux autres, c'est leur job. Fait que c'est difficile de leur dire « Hey, tu peux-tu faire ça sans me payer gratuitement? Je vais te donner un crédit. » C'est comme... ça me donne pas d'argent ton crédit, là, ça me fait pas de bouffe dans mon la visibilité, ça se mange pas. Regardez, tu disais tout à l'heure un exemple de dire que le travail, c'est beaucoup de penser aux choses. Faites juste, regardez, vous écrivez un texte, vous écrivez n'importe quoi que vous devez penser pour faire, vous l'écrivez, puis après ça, vous le perdez. Vous devez le réécrire. Ça va vous prendre le tiers du temps que vous avez pris à l'écrire initialement, tout simplement parce que vous avez déjà toutes vos idées dans votre tête, vous savez comment l'organiser, c'est juste de reproduire. Fait que vous allez faire ça super rapidement par rapport au jet initial, parce que là, vous devez penser à tout ça, comment ça s'imbrique. Puis ça, je ne parle pas juste au niveau des jeux de rôle, c'est dans n'importe quoi. Si vous écrivez un texte une première fois, puis vous devez le réécrire, vous allez toujours être beaucoup plus rapide la deuxième fois, tout simplement parce que vous avez déjà tout fait votre thinking. C'est sûr que vous pouvez changer des petites affaires en passant, mais ça fait juste montrer que le geste physique d'écrire n'est qu'une partie du travail. La majorité, évidemment, se passe dans notre tête là, quand on travaille. Puis c'est ça, tu passes à ton écran comme ça, il dit « Hey, tu travailles pas. » Ben oui, je crée mon livre. Ben oui, mais tu fais rien. Ben oui, mais je pense à mes idées, comment les organiser, puis tout ça. Après ça, une fois, quand c'est le temps juste de les mettre, c'est sûr que d'écrire bien, c'est du travail pareil, mais si j'ai déjà le fait d'organiser ces idées, c'est déjà un gros travail, puis ça, souvent, c'est dans notre tête qu'on fait ça. Là. OK. Fait que, y a-t-il quelqu'un qui veut rajouter quelque chose là-dessus? Sur ça, non. Non? Parfait. On va, donc, là, il est à 1h08. Fait qu'on va passer à notre troisième sujet, la publication. Donc, ça veut dire que vous avez créé votre jeu, au moins le concept, vous avez écrit le texte principal, ça ne veut pas dire que vous n'y toucherez pas, mais c'est le temps, OK, je veux le publier. Donc, je vous demanderais, c'est quoi de votre expérience, ça je ne peux pas dire ça, parce que je n'ai rien publié. Donc, ce serait quoi les aspects principaux qu'on doit considérer lorsqu'on décide de publier son livre? De quelle manière on va le publier? Est-ce que ça va être forme électronique, forme papier? Justement, tu disais par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec les illustrateurs? Comment l'éditeur, etc. Vous pouvez y aller sur chacun de votre manière que vous avez faite pour préparer votre publication. C'est une bonne question. La première question, c'est quand tu veux publier, le format, etc., c'est le pourquoi tu veux publier, premièrement.
Est-ce que tu veux faire des sous? Est-ce que tu veux faire... tu veux être reconnu? Est-ce que tu veux... Tu le fais pour le plaisir, mais quand même, tu veux sortir quelque chose parce que c'est ton art. C'est comme un art, finalement, je veux dire. Tu fais un tableau, je peux le donner ou je peux le vendre. Des fois, je le vends parce que je veux faire d'autres tableaux puis j'ai besoin d'argent pour m'acheter d'autres... je veux dire, il y a ça. Puis si je me fais de toute façon des livres physiques, c'est sûr qu'il va falloir que je me fasse un peu de profit parce que si j'imprime 200 livres, je ne les vendrai pas demain, là, tu sais. On s'entend que, à part les gros jeux qui sortent, tu sais, les mêmes qui sortent en français, ben des livres, dans les indépendants, vendre 300 livres dans la francophonie, c'est bon. Je veux dire, si tu parles de la francophonie complète mondiale, c'est un moins gros bassin que juste vendre en anglais aux États-Unis. Puis je parle juste aux États-Unis. Fait que là, après ça, tu restes le reste du monde en anglais. Fait que si tu y vas en français, tu publies ton livre, ben, tu sais, il faut penser à ça que un bon livre va se vendre 200-300. Okay? Quelque chose. Ça peut te prendre aussi rapidement parce que c'est très, très bon ou ça peut prendre 5 ans pour les vendre. Fait qu'il faut que tu réfléchisses à ça. La même affaire, ben, envoyer en Europe, la francophonie, ben, ça coûte cher. Fait que, ouais, on va aller aussi chercher le numérique, mais le numérique, ben, ça fait dire que quelqu'un qui prend le numérique, il y en a qui veulent les deux, là, mais souvent, ben, tu ne vendras pas ton physique, fait que là, tu restes avec ton physique. Fait que il y a toujours ces pensées qu'il va falloir que tu fasses. Fait que c'est vraiment un processus de l'aspect de comment tu veux le faire. Ça va dépendre de ton livre, ça va dépendre des choses. Puis, qu'est-ce que tu dois faire en physique, qu'est-ce que tu dois faire en numérique est très différent aussi. Oui, maintenant, ton numérique et ton physique, tu produis un PDF, mais normalement, tu vas avoir des petites différences entre les deux. Entre les deux versions, celle que tu vas imprimer puis celle que tu vas faire en numérique. Quel genre de différence? Ben, juste un exemple. Un bel exemple en physique. Quand j'imprime mon livre, j'ai mon livre physique, j'ai ma grandeur, j'ai mon information. Fait que si je fais du A5, je le mets sur du A5. C'est comme un A5, c'est à peu près une demi-lettre à peu près, ok. Si tu le changes en numérique, puis tu as de la décoration partout. Quand tu vas l'imprimer en Amérique ou tu vas l'imprimer en Europe, ça ne sortira pas pareil parce que tes feuilles de papier ont des petites différences. Il y en a un qui va être écrasé. Fait que, si tu commences à zoomer, ça va s'écraser, ça ne sera pas beau. OK, ce que tu veux dire, c'est ça, c'est les différences au niveau... purement présentation. Puis, là, mais pas juste ça. Pourquoi le contenu, là, tu parlais? Là? Ouais, le contenu, parce que moi, je sors un livre en A5. Est-ce que mon A5, je vais juste le mettre plus gros quand je le fais imprimer pour un PDF chez quelqu'un? Ou j'en fais une version qui est format lettre? Si tout d'un coup, j'ai décidé que mon numérique, je veux qu'il soit bien facile à lire, qu'il n'est pas juste étiré, que tes caractères sont gros de même, il faut... Ben, mon livre, il ne sortira pas de la même façon. Okay, ouais. Fait que, puis en plus, ton process, moi, j'ai un imprimeur il le reçoit en RGB, puis l'autre, c'est du CMYK. Tes couleurs, ils ne sortiront pas, il faut que tu les retravailles, il faut que tu travailles des choses comme ça. Fait que tu as toujours des petites différences à faire. Okay. Puis du numérique, ben, tu vas le sortir en RGB parce que c'est pour l'écran. Mais je veux dire, du CMYK, ben, tu vas, c'est du cyan puis du rouge. C'est juste des formats. C'est juste des formats différents. C'est des différents, mais faut des Non, j'ai juste expliqué pour ceux qui ne sont pas c'est des personnes techniques. Là. Ben, c'est ça. Fait que t'as le couleur, le RGB, en fait, rouge, bleu, vert, qui est comme comment un écran apparaît, mais sur l'impression, ben, eux autres impriment en cyan, en magenta. Puis, c'est beau. Ben, c'est ça, mais c'est des petites différences qu'il faut quand même sortir ton PDF. Puis, faut que tu ailles les deux. Ouais. Parce que si tu sors en numérique et en physique, c'est du travail c'est pas juste de prendre un fichier puis de l'imprimer. Puis tu as du travail en plus à faire. Puis même ma version imprimable que je mets chez Lulu,
puis drive-thru, RPG, ouais. ouais, puis que la version à l'impression, ben, ils n'utilisent pas le même format. Fait que, c'est ça. Ouais. Puis là, si en plus, toi, tu l'envoies à l'imprimeur proche de chez toi pour imprimer une coupe de copies, tu as un autre format. Fait que ça, toutes ces choses-là, il faut que tu y penses quand tu veux faire. Est-ce que je veux me taper tout ce travail-là ou pas? C'est un pensez-y bien, là, tu sais. Mais c'est pas non plus un tout ou rien, parce que des fois, on peut avoir l'impression, surtout avec les socio-financements qu'il y a, qu'il faut avoir des choses, encore une fois, super léchées, être prêt à envoyer à travers le monde. Ça c'est une option si vous voulez vraiment que votre livre soit connu et réputé. Mais si votre objectif, c'est de sortir quelque chose, de juste le rendre qui soit lu par d'autres mondes, qui soit joué par d'autres mondes, vous pouvez, je veux dire, il y a des jeux qui sont devenus vraiment populaires, par exemple sur Itch, qui était vraiment juste dessiné à la main, scanné, puis là tu mets ça sur Itch. Je suis un fan de tout ce qui est comme un peu bricolé, ce qui est un peu comme justement pas parfait, tu sais, que des fois juste sortir quelque chose, même pour le tester, puis pas besoin de le mettre payant. Là. On parle de si vous voulez faire de l'argent avec ou non, mais ça peut être aussi juste de vous le mettre gratuitement au Pay What You Want, payer ce que vous pouvez ou ce que vous voulez en ligne sur Itch. Puis les gens vont télécharger. Des fois, vous allez avoir des commentaires, vous pouvez aller le promouvoir sur des groupes, tout ça. Puis comme ça, je pense que ça peut être une bonne option de commencer à ce niveau-là, puis voir si vous aimez ça, puis voir où est-ce que ça peut vous amener, puis pas nécessairement commencer en imaginant que vous allez faire comme un truc mondial, puis avoir des centaines de copies, parce que ça peut être intimidant. Puis là, maintenant, presque tout le monde, même les indépendants, passent par des socio-financements, puis c'est beaucoup, beaucoup de travail. Puis je pense que pour être créateur, là, on parle de publication, mais juste pour être créateur, puis de le partager en dehors de son cercle fermé, ça prend pas tant que ça. Vous pouvez faire des erreurs, vous pouvez faire des trucs imparfaits, puis vous allez apprendre de ça. Puis vous allez développer vos... Moi, j'aurais jamais cru il y a 3 ans, mettons il y a 4 ans, si on m'avait dit tu vas avoir 3 livres publiés en physique, j'aurais jamais cru ça. Puis c'est juste des choses que j'ai développées avec le temps. On n'a pas besoin d'être dès le départ, d'être comme dans une machine ou dans une grosse boîte. De toute façon, au Québec, on est tous indépendants. Là. C'est tout un petit milieu, même le milieu francophone, c'est très petit, même en France. Là. Sur ceux qui ne savent pas, Itch, c'est itch.io, c'est une plateforme qui, justement, nous permet de distribuer des jeux de rôle. Ça peut être payant, mais ça peut être gratuit, mais c'est juste super facile à utiliser. Ouais, ça a commencé avec les jeux vidéo, mais maintenant, tout ce qui est jeux indépendants, jeux de rôle indépendants, c'est rendu vraiment, pour moi, la plateforme principale. C'est la plateforme principale maintenant. OK, on a déjà parlé quand même avec Philippe des différences entre publication digitale et physique, on va sauter là-dessus. Ce serait quoi pour vous les dépenses les plus les différents types de dépenses que vous devez considérer quand vous allez vouloir publier votre jeu de rôle? Les illustrations. Les illustrations, c'est tellement ce qui vend, malheureusement, parce que souvent quand on est créateur de jeux de rôle, c'est parce qu'on veut écrire, puis on veut que ça passe à travers notre plume, mais quand les gens ramassent dans une boutique, puis encore là, si vous êtes chanceux d'avoir votre livre dans une boutique, ils vont regarder l'illustration de couverture, ils vont le feuilleter, ils vont regarder la qualité. Fait que veux pas, on est dans un monde qui aime beaucoup les objets, tu sais. Même moi, j'en ai des livres que j'ai pris avec des couvertures uniques, tu sais, des éditions spéciales, des choses comme ça. On est juste des bêtes comme ça, mais entre nous, sont très visuels, je pense. Fait qu'il faut penser aux illustrations, mais ça veut pas dire que ça doit vous coûter une fortune. Il y a des options, il y a des art packs, tu sais, des packs d'illustrations, entre autres sur Itch, j'en ai déjà trouvé. Vous pouvez faire affaire avec des illustrateurs, des illustratrices, puis faire des échanges de services. Ben toi, mettons, tu veux faire ton jeu ou ton scénario, je peux t'aider à l'écrire, puis toi, en échange, tu me fais des illustrations. Pas demander, encore une fois, de travailler gratuitement, s'il vous plaît. Aussi, je décourage fortement l'utilisation de l'intelligence artificielle pour faire vos jeux. Au-delà même d'aller dans l'éthique de la chose, c'est juste, en ce moment, c'est très mal vu dans beaucoup de milieux. Les gens se font ramasser sur Facebook quand ils proposent des jeux qui sont faits par IA. Fait que déjà, c'est quelque chose que je vous recommande pas parce que ça paraît, malgré ce que vous pouvez penser, là, ça paraît quand c'est illustré par IA. Je peux-tu juste dire une anecdote là-dessus? On a utilisé l'IA une fois pour le festival. C'est juste parce que pour justement le panel de demain qu'on a sur notre OSBL, notre festival Draconis, l'organisme sans but lucratif, et Flamme, qui était notre animatrice, voulait publier un événement, puis elle nous demande « Hey, avez-vous une image pour ça? » C'est comme « Non. » Fait que là, j'ai dit comme
ben là, tu sais, je devais faire ça pour demain. Fait que c'est comme, j'ai juste été générateur d'images, puis en même temps, tu sais, c'était l'idée de présenter une affaire comme si c'était une salle de direction là, avec de l'or, puis, tu sais, comme, alors qu'on n'est rien, là, puis on n'a pas d'argent, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est juste pour... Et là, il y a quelqu'un quand on l'a publié, il y a quelqu'un sur le site qui dit « Avez-vous utilisé l'IA pour ça? » Je lui dis « Ouais, pourquoi? » Ah, là, c'est comme, là, c'est la partie, là. Ah, faut pas utiliser l'IA. Puis c'est comme, comment les gars, là? On utilise, toutes nos annonces, on n'a jamais utilisé ChatGPT, on n'a jamais. Puis je déteste l'idée de l'IA pour faire ça parce que pour moi, c'est pas. Tu sais, l'IA est là, est supposée pour nous enlever les jobs plates pour qu'on puisse se faire des créatifs. Là, il utilise l'IA pour exactement le contraire. Il essaie d'enlever les jobs créatifs pour nous laisser la job plate. Fait que, par défaut, moi, je déteste l'idée. Puis moi, ChatGPT, pour moi, c'est même pas de l'IA. C'est juste un analyseur de texte qui va essayer de trouver c'est quoi la meilleure réponse à la question Même selon pas, les statistiques. c'est random. Là, Oui, c'est ça. Fait que puis, tu sais, veut dire, fait que c'est même pas de l'IA. Mais ouais. Tout ça pour dire que ça a fait... Bon, ça n'a pas été si important que ça, mais il y en a vraiment qui, hey, vous ne devriez pas utiliser ça, je perds... Tu sais, c'est l'équivalent de dire, je perds le respect pour le festival parce qu'on a utilisé une fois l'IA dans une photo parce que c'était quelque chose de... Tu sais, puis j'ai aucun talent illustratif, moi, fait que c'est comme... Il fallait que je fasse une photo bien vite, là. Puis je voulais jouer un petit peu sur comme je dis, le board of directors d'une grosse compagnie super riche, là, juste pour joker comme ça. Fait que, mais à un moment donné, il faut que tu en prennes puis t'en laisses. Là, à un moment donné, c'est comme... tu sais, allez-y mollo là, avec vos critiques. Là. Il y a bien des problèmes avec l'IA, là, mais des fois, ça peut être utile, là, pareil, dans des cas. En tout cas, oui. C'était juste une petite anecdote comme ça en passant. Là, ça, mais il y a ça, il y a des images libres de droit, quoique maintenant il y a beaucoup d'images gérées par IA qui se retrouvent là-dedans, ou des images qui ne sont pas vraiment libres de droit, fait que ça, il faut faire attention, mais il y a des options, juste pour vous dire. Fait que, puis vous n'avez pas besoin non plus d'avoir 200 illustrations dans votre livre, là, ni avoir, tu sais, c'est bien avoir une page complète illustrée en couleur, mais encore là, si vous faites en physique, vous devez penser à ce qu'on l'imprime en couleur ou en noir et blanc, tout ça, ça peut... comme moi, vers le sommet, à l'intérieur, c'est tout en noir et blanc, puis jouer comme ça sur les tons de noir, sur l'obscurité, tout ça, ça peut être intéressant. Mais moi ce que j'aime, c'est faire affaire avec des illustrateurs pour avoir justement leur input créatif, puis voir qu'est-ce qu'ils peuvent donner à ma vision. Puis je trouve ça intéressant. Fait que si vous trouvez l'argent pour, je pense que ça peut ajouter quelque chose de plus à votre jeu, puis à vous en tant que designer, mais puis avec raison, ils ont raison de demander des tarifs, ça peut être relativement élevé. Mais ou sinon, vous pouvez faire comme Stéphane et développer vos talents de dessinateur. Bien, c'est surtout qu'en plus, justement pour l'image du festival, on avait spécifiquement fait, d'habitude, on construisait des images bien vite. Là, on avait pris la peine d'aller chercher un artiste, on l'a payé pour avoir l'image, puis on s'en sert. Puis là, il arrive, ah mon Dieu, on a utilisé l'IA une fois. Comme, hey, les gars, là... j'aimerais bien être capable de payer toutes les affaires. On n'a pas d'argent. Comprenez ça un petit peu aussi, là, qu'on a des contraintes budgétaires. Sans ça, je serais bien content de payer 300-400$ pour toutes les images qu'on utilise. Si on serait millionnaire, ça ne me dérangerait pas. Ouais, puis la magnifique illustration est d'Evelyne Moreau, qui est une illustratrice montréalaise. Fait que je la recommande fortement. Vous pouvez vous inscrire à son Patreon, puis ça, c'est une des façons d'avoir des illustrations. C'est vous inscrivez au Patreon d'un artiste, puis il donne accès à certains trucs. C'est une utilisation non restrictive dans le sens qu'il peut y avoir d'autres mondes qui ont les mêmes illustrations que vous dans leur jeu, mais moi, je l'ai fait. Dans Vers le sommet, on a des illustrations comme ça. Puis c'est une autre option. T'avais-tu quelque chose à dire là-dessus, Philippe? Ben non, c'est sûr que l'illustration, c'est le premier. Le deuxième que je vois souvent, c'est ça, c'est les caractères. Dans le jeu de rôle, peut-être un peu moins, mais comme quelqu'un qui écrirait un roman, t'as pas le choix. Puis t'es mieux d'aller t'en payer un séparément, pas un professionnel. Mais dans le jeu de rôle, je le recommande aussi, surtout quand t'as un gros jeu de rôle avec... quand tu dépasses une centaine de pages, là, fait que c'est des gros coûts. L'autre gros coût, maintenant, c'est sûr que le pay on demand, print on demand, fait que tu n'as pas de coût d'impression, mais si tu veux vendre ton livre moins cher, il faut t'en imprimer beaucoup.
Fait que ça fait que dépendant de les prix que tu veux donner à ton livre, c'est de décider est-ce que j'imprime 10 à la fois ou j'en imprime 200 à la fois. Ben ça va faire une grosse différence. Je veux dire, 10 à la fois, je vais donner un exemple. Là. Le chiffre est imprimer le livre, ça coûtait 12 Puis si j'en faisais 200, ben ça me revient à moins de 5 chacun. Sauf que c'est mais tu penses-tu être capable d'en vendre 200? c'est la question. Mais à 5 ben, je peux maintenant le vendre à 12. Oui, exact, c'est Puis ça. au lieu de l'imprimer à 12 ou que je fais plus de profit, tu sais. Uh-huh. C'est là que... Mais il faut savoir comment on est capable d'accepter, etc. Mais si j'en avais fait 50, ben, il m'aurait revenu à peut-être 9. Puis là, j'aurais comme, tu sais... Puis justement, ça me fait penser, j'ai même une question à part là-dessus, parce qu'on couvre plusieurs en même temps, plusieurs des points, fait qu'on peut prendre un peu plus de temps là-dessus. Justement, au niveau du financement, est-ce que c'est toutes des choses que vous payez par vous-même pour les développements? Est-ce que c'est une bonne idée d'aller, justement, on parlait du sociofinancement tout à l'heure, d'aller chercher des choses comme ça, des montants? Parce que là, évidemment, avec le sociofinancement, c'est le fait de dire, OK, tu t'engages à travailler puis à le produire. Sans ça, tu te fais tomber sur la tête. Si tu ne peux pas juste décider, finalement, j'ai eu 500 pièces que les gens m'ont donné, mais ça ne me tombe plus, là, puis je vais garder 500 pièces. Techniquement, il n'y a rien qui t'empêche de ça, mais évidemment, ta réputation va en prendre un coup. Il y a eu aussi des gens qui ont été mis en cours. Oui, non, je sais que ils sont rendus un peu plus... Il y a des risques. Non, mais moi, je n'ai pas passé encore par le sociofinancement. Ça dépend de ce que je vais faire. Oui, j'ai des projets que je sais que je n'ai pas le choix de passer par le sociofinancement. Tu n'as pas l'argent pour... j'ai pas l'argent. Fait que les deux situations, c'est les mêmes. Mais quand tu commences à faire un sociofinancement, si tu veux qu'il fonctionne, il y a une chose que le monde oublie, c'est de te faire connaître. Fait qu'au départ, il faut que tu aies créé déjà une communauté. Si tu commences ton premier sociofinancement et que tu n'as pas de communauté, ça ne marchera pas. Oui, c'est ça. Puis, ou l'autre, ben, ça va être de dépenser pour faire de la pub. Puis si ton sociofinancement ne marche pas, ben, tout cet argent-là, tu l'as mis à l'eau. Fait que c'est quand même c'est un passé si bien. Fait que je pense que ton premier projet ne devrait pas être un sociofinancement. Mais c'est à ce moment-là, je pense que d'utiliser des sites comme itch.io, faire des petits jeux pour justement créer une communauté. Comme une communauté puis après ça, connaît, là, tu peux aller embarquer pour aller faire du sociofinancement. Ta grande œuvre, comme j'aime bien dire, juste pour rire. Moi, ce que je m'en vais pour le sociofinancement, tout à l'heure, je parlais des dés qu'on utilise dans le compte de Noël. Notre dé, ben, on s'est rendu compte, oui, c'est cool les couleurs, mais c'est pas tout le monde qui voit toutes les couleurs. Fait qu'on a dit, bon, on va se faire un dé avec aussi des formes. Puis tant qu'à jouer avec, on a commencé, quand j'ai fait des prototypes en 3D, ben, je leur ai donné différentes, c'est comme différents, soit qu'on le dessine dessus la couleur, soit que ça soit embossé. Puis après ça, en travaillant avec les embossements, ben, je suis allé voir des gens, puis j'ai des amis qui sont aveugles. Puis là, j'ai dit, ben, testez-moi-les. Puis là, on a fait comme, ben, finalement, ce dé-là, ça devient un dé qui est rendu pour l'accessibilité. C'est un dé, c'est l'accessibilité. Mais faire un dé, surtout en mass production, si tu veux pas que ton dé te coûte 20$ chaque dé, surtout pour des jeux pour enfants, que tu veux pas que ça soit trop cher, ben il faut que j'aille sur l'injection. Un moule, c'est 700-800$. Le moins cher que j'ai trouvé. Normalement, un bon moule qui va durer des années pour faire bien des injections, c'est entre 2 à 6 000. Fait que juste ça, avant de même commencer à faire injecter tes dés, ben tu sais, c'est... J'aurais pas le choix d'aller vers le sociofinancement. Mais là, c'est comment je vends juste ce dé-là s'il n'y a pas 12 systèmes qui l'utilisent. Fait que c'est aussi de penser, là, j'ai ma communauté, je vais faire un jam pour le dé pour dire, ben gars, on va avoir des systèmes qui vont venir avec, des systèmes gratuits, des systèmes payants, des choses comme ça. Mais c'est ça, il faut penser à ça. OK. On va garder, on continue encore une dizaine de minutes. Après ça, on va prendre 10 minutes de questions. Puis après ça, on va vous laisser aller. Là, on va être à temps. Et comme je disais, il y a plusieurs des sujets qu'on a comme
peu couvert de façon organique là-dedans. Fait que, juste une question comme ça, là, il t'a parlé, évidemment, on savait tout, les coûts d'édition, le coût des images. Y a-tu des coûts comme cachés, tu sais, comme quelqu'un qui regarde ça, pense pas à « Hey, ça va me coûter de l'argent pour faire ça ». Est-ce qu'il y en a que vous avez déjà rencontrés, là, qui vous ont pris par surprise? « Hey, monsieur, ça coûte plus cher que je pensais ou je pensais pas qu'on avait besoin de faire ce genre d'étape-là. » Ouais, la pub. La publicité, parce qu'en réalité, maintenant, tout le monde dit « Ah, ben, il y a les réseaux sociaux, les choses comme ça. » Ouais. Si t'es pas connu, personne ne va aller te voir de toute façon. Si tu veux, si tu as une page sur Facebook, si tu veux que le monde la voie, il faut que tu payes pour. Fait que la pub, tu as toujours des petites affaires. Ça n'a pas nécessairement des gros montants, tu sais. Mm-hmm. Je veux dire, en mettant 25$, j'ai vendu 50 livres l'autre fois. Tu sais, c'est pas... Mais c'est juste... T'en mets ici. Puis il faut tout le temps t'en remettre. Faut que tu continues à en mettre. Faut tout le temps t'en remettre. C'est toujours un peu d'argent. Venir à une convention comme ici, OK, ici, les prix sont raisonnables parce qu'il y a 350-400 personnes qui viennent. Mais si tu veux être connu par le plus grand public, ben il va falloir que tu aies une place, que tes tables vont te coûter 500, 1000$. Il faut que tu en vendes du stock là, pour que ça vale la peine. Nous autres, on charge 25$ pour la fin de semaine pour une table. Là. C'est ça. Quand j'ai dit c'est plus que raisonnable, mais l'idée étant que si tu veux vendre un certain nombre, faut quand même que tu te fasses connaître. Oui, tu as toujours des coûts. C'est comme il dit, you have to spend money to make money. C'est ça. À moins que tu t'en fous puis que tu dis, si j'en vends 10, je suis correct. Si j'en vends 100, je suis correct. Mais si j'en ai fait imprimer 200, ben je veux les vendre ces 200-là. T'sais. C'est un exemple. Là. Je comprends. Ces coûts-là. Puis même là, tu sais, on dit, c'est peut-être pas très cher 200, mais en même temps, il faut que tu les gardes, il faut que tu ben, tu as l'entreposage. Ben oui, tu as l'entreposage. Fait que si j'en fais 200 puis que ça me prend 5 ans, ben, il faut qu'elle soit entreposée quelque chose. Ouais, j'ai beau avoir ça mais à la maison, c'est pas pire. Là, si le livre est gros de même, mais si c'est des gros livres donjons épais comme ça, 200 livres, ça me prend une pièce au complet. Ben, t'es mieux de mettre ça en vrai entreposage, mais un vrai entreposage, ça coûte des sous à chaque mois. C'est ça, puis comme je dis, pendant 5 ans, là, c'est comme, faut que tu fasses attention, c'est des conditions contrôlées, sans ça, ton livre il va se détruire. Fait que t'as la détérioration, t'as l'humidité. Même ça, quand moi je m'en vais en convention, ben, j'ai demandé à un festival, c'est le genre de festival où j'aurais su que j'aurais bien vendu. Mais là, ils m'ont dit que c'est dans une tente. Mais alors, j'ai des livres. J'irai pas dans une tente avec des livres. Je veux dire, s'il fait beau, pas de problème. S'il pleut, dans une tente, c'est humide. Après ça, mes livres sont tous... ça ressemble à un truc weird. Tu peux pas... Oui, la pluie n'est pas tombée dessus, mais l'humidité, c'est meurtrier. Là, fait que c'est le genre de choses qu'il faut que tu penses. Fait que on fait pas ça pour vous décourager. Là. Non, il faut le savoir aussi mais dans quoi vous embarquez. Savoir parce que c'est ça. Puis l'autre affaire, c'est que quand tu calcules tes prix, si tu as du physique, est-ce que je le vends tout seul ou que je le mets dans des magasins? Est-ce que je me prends un distributeur? Faut se dire, un livre physique, là, OK, quand tu vas vers l'édition, un éditeur va vous donner à peu près 7% du prix éditeur. Mais le prix éditeur, c'est 40% du prix du livre vendu en magasin. Parce que 20%, c'est, pour les livres, là, le 20%, c'est le distributeur, puis l'autre 40%, c'est habituellement, c'est le magasin. Si c'est une librairie. Si c'est pas une librairie, ils ont juste 30%. Puis là, c'est pas l'éditeur qui me fait l'argent, c'est le distributeur qui prend la différence. Weird, mais ça a l'air que c'est comme ça. Qu'est-ce qui reste au... Ouais, c'est ça. Fait qu'est-ce qui reste? Fait que, où est-ce que tu fais de l'argent? C'est souvent sur tout le reste alentour. Tu sais, c'est de la créature alentour. Je fais plus de profit sur des dés à 5$ que je les fais sur mes livres. OK, j'en fais pas beaucoup en montant, mais le pourcentage est plus haut parce que
Mais en même Il y a temps, pas beaucoup ça, chaque dé, j'en ai acheté 100 de chaque type, tu sais. Fait que oui, je veux, mais... Puis on sait, tu sais que les dés, on a toujours en avoir besoin. On en a Il faudrait toujours que je besoin. t'aille voir tantôt parce que j'ai oublié les miens chez nous. Ouais, Fait qu'il va c'est falloir que, avec ma game à soir, fait qu'il va falloir que j'aille tes... C'est ça, mais je fais ça parce que j'aime les dés, là, mais je peux pas gagner ma vie présentement en tant qu'éditeur, en tant qu'auteur, en français. Puis même en anglais, c'est super compliqué parce que il sort 5000 jeux par année à peu près, là, tu sais. Fait que faut que tu sortes de... Parce que justement, on va couvrir notre... T'avais-tu quelque chose que tu voulais rajouter à ça? Fais ça par passion, pas pour faire de l'argent. Ouais, ben, juste pour dire que quelque chose qui peut vous sauver de l'argent en promotion dès le début, c'est commencer même quand vous êtes juste à penser à des idées, à participer dans des communautés, à parler avec d'autres designers, parce que aussi peut vous aider. C'est pas, on dit qu'on est en compétition, mais en même temps, c'est tellement petit qu'il faut que tu collabores. Puis les gens généralement sont très ouverts à parler des jeux des uns et des autres. Aller sur des chaînes, par exemple YouTube ou sur des chaînes Twitch pour présenter son jeu. Souvent, il y a des chaînes d'actualité, de jeux de rôle, tout ça. C'est quasiment essentiel maintenant. Puis si on se demande comment se faire connaître, ben, il faut être proactif. Il faut ou aller dans des événements comme Draconis, puis rencontrer des créateurs, des marchands. Ça Et en plus, faire essayer son jeu, c'est sûr. Mais oui, ça coûte de l'argent, ça. Aller Non, à des ça coûte conventions, du temps. ça coûte du Du temps et temps, de ça l'argent. de Parce l'argent. que justement, on va rentrer là-dessus, Puis ça, c'est de l'argent que tu gagnes pas. Tu sais, pendant que moi, je fais mon jeu, c'est ça. je gagne pas ma vie c'est ça. à vendre d'autres affaires. Fait que c'est aussi Puis même un quand, tu montant vas, non même quand tu calculé. vas dans une convention, oui, évidemment, tu vas peut-être faire de l'argent, mais il y aurait d'autres moyens d'aller faire probablement plus d'argent Il y a ailleurs. pas mal plus C'est ça, là. de moyens à travailler. En fait, à travailler une journée par mois dans mon métier, je fais plus que ce que je gagne dans c'est mon ça. mois en En étant profit, éditeur de Mais jeux. on revient à votre objectif. Est-ce que votre objectif, c'est de L'argent. faire de l'art ou d'avoir, Exact. de partager votre passion, de faire de l'argent? Si votre objectif, c'est de faire de l'argent, là, faites pas des jeux de rôle. Non, c'est C'est- ça. t'sais, la- Faites pas, écrivez pas de livres non plus. Je veux Non, dire, non, ça non. Non, il y en a quelques auteurs au Québec qui sont capables de vivre de leur avec. vie, mais le reste, c'est des jobs à part leur travail principal. Parce que justement, ma dernière question, est-ce qu'il y a moyen de vivre de ça? Et on parle des exemples, évidemment, que tu connais bien, par exemple, pour Andrew Valkokas, qui s'occupe de Fate of the North. Tu me racontais un petit peu, puis j'aimerais que tu racontes un peu qu'est-ce qu'il y a de faire. Il y a aussi l'exemple de Winrose, qui était une compagnie vraiment sérieuse, avec qui ont créé littéralement le jeu Courant Fractal, qui était fait au Québec, et avec des livres, des suppléments. Ils ont été obligés de fermer leurs portes parce que, justement, le marché était tout simplement... Il n'y en avait pas assez. Fait que, allez-y là-dessus. Ben, en fait, tu vois, Fate of the North, ça y a pris plusieurs années. Il avait mis de l'argent beaucoup de côté. La majorité du temps, c'est sa femme qui le faisait vivre. En fait, il a été capable de faire ça. Puis, il a commencé à faire de l'argent quand il était rendu dans sa collection à au moins 5 livres, là, vraiment, que ça valait la peine. Puis, le jeu est en anglais pour aller aux États-Unis. Il est toujours rendu là-bas. Puis, en fait, c'était tellement rendu un problème que pour que ça vaille la peine, ben, il y a un entrepôt aux États-Unis pour pas avoir à transporter. Juste le transport, ça brise tes livres, des choses comme ça. Fait que lui, il y a un entrepôt le plus proche possible des conventions qu'il va. Où est-ce que, c'est ça, il gagne sa vie, mais je veux dire, ce qu'il paye pour ses illustrations, parce que si vous avez jamais vu les livres de Fate of the North, c'est des objets d'art. Ils payent bien. C'est comme, oui, on est capable d'avoir des illustrateurs qui sont qui en font pour le jeu de rôle, qui nous chargent moins. Mais lui, il dit non, je veux payer quelqu'un qui va faire exactement ce que j'ai besoin dans le livre. Fait que il vit, mais tu sais, je veux dire, s'il n'y avait pas sa femme, je pense pas qu'il pourrait vivre à 100%. Il y a eu une acceptation. Puis ils ont créé des jeux de table parce que c'est plus grand public. Ouais. Puis c'est ce qui fait vivre, c'est un peu le jeu de table plus que le jeu de rôle dans un sens. Puis ils s'en vont dans des grosses conventions. Mais
combien d'années qui étaient à perte. Je serais même pas capable de te dire. Puis quand je parle de perte, là, c'est plusieurs milliers par année. Là, parce que juste ces grosses conventions-là, ben, tu vas à Gen Con, faut que tu te rendes. Gen Con, c'est pas à côté. C'est cher aussi. C'est très cher avoir ta table. C'est ça, là. Puis si tu vends pas assez, juste te rendre, il faut que tu dormes en chemin. Parce que, tu veux dire, soit tu y vas en avion, soit tu y vas en voiture. En voiture, ben, ça te prend plusieurs jours. À moins que tu aies 3 chauffeurs, puis vous roulez 24 heures sur 24, là, tu sais. Mais même ça, il y a quand même des dépenses, le gaz. Ben, il y a le gaz, il y a temps, la tout bouffe, il y a même. la tente. Je veux dire, t'as beau avoir des gens qui t'aident. Des gens qui t'aident, ben, nourris-les au minimum, tu sais. Ah oui, oui. T'as des frais comme ça. Fait que, oui, il gagne sa vie maintenant, mais je pense qu'il a pris 10 ans avant de commencer à gagner sa vie. Puis Tu sais, il reste en région pour que ça ne coûte pas trop cher aussi, tu sais. Mais c'est c'est ça, moi j'avais parlé avec le Jean de Gand, un MJ qui venait toujours dans les premières années de Reconnaisse, justement offrir des parties de courant fractal. Et on l'appelait le Iron GM parce que lui, on avait 6 périodes de jeu, lui offrait 6 parties. De 4 heures, là, il était toujours là. Mais justement, jusqu'à temps que la compagnie ferme ses portes. Puis il nous expliquait, c'est que ce qui arrivait, c'est que c'était vraiment une course à produire un supplément. Parce qu'il y avait quand même pas mal de ventes, mais le problème, c'est que toutes ces ventes étaient concentrées sur une couple de semaines après la release. Ils vendaient à ceux qui avaient le jeu, puis après ça tombait mort. Donc, il y avait comme de la misère beaucoup à vivre pendant ce temps-là pour développer les nouveaux matériels. Puis je me souviens d'avoir vu, une des choses que j'avais remarquées en feuilletant son livre, c'est que, tu sais, même où justement, il y avait des illustrations, mais toutes les pages, en général, c'était tout blanc avec le texte noir. Tu sais, il n'y avait pas de fioritures, il n'y avait pas... Et ça... Pour moi, tu sais, j'étais tellement habitué, justement, dans les livres de jeux de rôle, d'avoir des illustrations, je trouvais que ça avait l'air un peu plate. Mais alors que, tu sais, c'est pas ça qui est important, c'est le texte qui est important, là, évidemment, le settings et tout ça. Mais juste le fait de dire pour que... vendre. C'est ça, tu sais, tu Le ouvres monde ça, lit puis c'est pas juste ton livre des pages blanches. Le livre, le monde ne prenne pas 15 minutes pour lire un peu ton livre pour savoir s'il la jette. C'est ce qu'il voit en premier. Puis c'est la même chose, c'est ça qu'Andrew disait. Il faut qu'il sorte au moins un livre minimum aux 2 ans, mais c'est à chaque année. Parce que si tu veux continuer à vendre tes extensions, ben, si tu t'attends une année, ben, tu vas avoir la moitié de ton monde qui t'en aurait acheté, qui va arrêter de l'acheter. Tu n'as pas de revenus, puis tu as des dépenses, tu n'as pas de revenus pendant cette année-là. Fait que c'est ça. T'as beau revendre ton livre une fois, le livre de base une fois de temps en temps, c'est ceux qui reviennent qui sont le plus payants. Ben oui, c'est tes clients, c'est tes fans qui sont le plus payants. En réalité, c'est eux autres qui vont faire 80% de ton revenu. Chef d'affaires, ouais. Ton chef d'affaires, c'est tes fans qui vont revenir et qui vont revenir, qui vont t'acheter. Même des fois, tu dis « Ah, j'ai juste ça cette année. Ah, je vais le prendre parce que je veux t'encourager, je veux que tu continues. » Puis malheureusement, tes fans, c'est à peu près 15% de ton chiffre de vente. Mais c'est quand même... Ben, je veux dire, c'est 15% des gens qui l'achètent, mais c'est eux autres qui vont acheter le plus. Ils vont acheter tous tes livres. Ouais, ils vont acheter Alors que tous la tes plupart livres. vont juste acheter le livre de base. Puis, C'est ça, puis ils vont acheter... il y en a, ils vont acheter ton T-shirt, ils vont... Tu sais, même si c'est juste des petites affaires de même, des fois, c'est ça qui va aider un peu à mettre le beurre sur ta toast. Okay. Parce que... Je vais laisser Dominique, dernier point là-dessus. Oui, je veux dire, est-ce que c'est rentable? Pour moi, c'est une autre question. Dans mon cas, oui. Comme pour Vers le sommet, qui m'a coûté un peu plus cher, disons, que mes autres projets, j'ai réussi à être rentable. Pour les autres, je fais un peu de profit, mais je pense que c'est tout à fait possible si vous gérez bien dès le début. C'est quoi la portée? C'est quoi l'étendue? Hein? D'en vivre, vraiment? Non, juste d'être rentable. Correct. Qui ne te fait pas perdre d'argent. C'est ça, c'est ça, ok, c'est pas la même chose. C'est deux choses. C'est ça que je veux dire, parce que si vous voulez en vivre, ça c'est une chose, puis il n'y a pas grand monde dans le monde francophone qui essaie vraiment. J'en connais en France, puis ils sont sous le seuil de la pauvreté, malheureusement. Mais d'être rentable, de faire un projet pour dire, je mets un peu d'argent pour un abonnement, pour tel programme de mise en page, ou pour quelques illustrations, tout ça, vous pouvez y arriver, mais je pense qu'au final, la question, pour moi, qui sort de tout ça, c'est comment est-ce qu'on peut bien rémunérer tous les artisans du jeu de rôle
sans faire que le jeu de rôle devienne un objet de luxe, parce que si on voudrait rémunérer tout le monde correctement, ben ça finit que le jeu de rôle devient très cher, puis là, c'est moins accessible pour plein de gens. Mais, 100 piastres, là, ouais. ben ça fait qu'on est toujours pris entre ça, entre en tout cas pour moi, la volonté de partager, de faire lire, de faire jouer, donc de le rendre accessible, mais en même temps que moi, j'ai mis du temps là-dedans, puis je veux quand même voir au moins rentrer dans mes coûts. T'sais. OK, on va prendre quelques minutes de questions, si vous en avez. Oui, première, puis je reviens à mademoiselle après. Tantôt, on a parlé de jeux non violents, là, entre autres les jeux que vous avez faits. Ça me faisait penser à complètement l'inverse, finalement. Mais Lou Gehrig, le créateur américain, il a fait, non, pas américain, anglais, mais il faisait souvent l'argument avec son jeu, entre autres, très, très, très simple, violence, que finalement, le seul élément d'un jeu de rôle qui nécessiterait, pour sûr, des règles, c'est les règles qui encadrent le combat puis la violence. Fait que je me demandais, dans un jeu non violent ou dans lequel le combat n'est pas vraiment impliqué, ce serait quoi les règles et le design qui est comme nécessaire pour que ça reste un jeu, pas juste une discussion? Ouais, ben c'est un point de vue qui revient souvent, que il y a des règles finalement qui étaient juste là pour la violence, parce que je sais pas trop pourquoi, parce que c'est quelque chose qu'on fait pas, qu'on fait pas à la table, fait qu'il faut le représenter, mais en même temps, il y a plein de choses. Tu sais, les personnages ont de l'expertise qu'on n'a pas, qui sont représentés souvent par des jets de compétences, des choses comme ça. Moi, dans la non-violence, mes jeux, c'est plus pour guider l'histoire vers un certain endroit. Fait que, par exemple, vers le sommeil, peut-être pas un bon exemple, parce que les personnages ont techniquement des compétences violence, mais ils veulent les changer. Mais par exemple, dans la route du thé, c'est juste que c'est ce jeu où tu tires des cartes, puis si tu vas voir sur une table, ça te dit différents événements, tout ça. Puis c'est juste que c'est la façon dont c'est cadré, c'est pas nécessairement violent, mais c'est pour amener une certaine... Bon, on peut amener, par exemple, de la surprise en faisant des événements aléatoires ou des événements qui sont tirés. Ça peut être comme dans la route du thé, c'est qu'on rencontre, mettons, une cliente, la description du cliente qu'on tire au hasard, mais après ça, on peut lui donner différents types d'infusions qui sont liées à différents types de comportements. Par exemple, on peut donner une sorte de tisane qui est supposée rendre plus prudent ou qui est supposée rendre plus attentif aux autres, tout ça. Puis là, c'est le choix de lequel je veux fournir. Puis après, dépendamment de quelle infusion on lui a servi, plus tard, on peut rencontrer la même cliente, puis on voit comment sa vie a changé. Fait que c'est plus de voir comment c'est pas de la simulation. T'sais, souvent, quand on pense sur la violence, c'est OK, un coup donné là, ça fait tant de points de dégâts. Non, c'est plus essayer de pousser la narration dans un certain. Donner des outils, en fait, aux joueurs, aux joueuses, pour qu'ils puissent faire le type d'histoire qu'on leur promet. C'est pouvoir encadrer. Ça, moi, je dirais aussi, c'est si les joueurs jouent des personnages qui sont comme eux, effectivement, à ce moment-là, les règles, tu n'as pas besoin nécessairement de règles pour gérer parce qu'ils vont les jouer automatiquement. Par contre, le but du jeu de rôle, c'est aussi de jouer des personnages qui ne sont pas toi. Et là, oui, ça arrive que quelqu'un qui est introverti, juste pour cette partie-là, décide de faire quelqu'un qui l'est extroverti, et donc, mais ne sait pas exactement comment le faire. Fait qu'à ce moment-là, oui, tu peux avoir des jets de compétences, mais c'est important, en tout cas pour moi, je trouve, de ne jamais comme revenir à un jet de compétences. C'est-à-dire, tu sais, c'est comme, moi je lui dis ça, puis je joue. Ben non, là, quand même, c'est plate, là. Essaye de sortir, essaye de me convaincre. Et si, par exemple, tu réussis à avoir une bonne idée, pas nécessairement de la présenter bien, parce que toi, personnellement, tu n'es pas capable, mais ton personnage serait capable, tu vas lui donner un bonus sur ses pénalités, sur son jet. Tu vas l'aider comme ça pour qu'il soit en même temps, et lui, en le pratiquant, va devenir meilleur à sortir ses idées. Mais c'est tout simplement, le but de ça, au bout du compte, c'est de dire que oui, ça se peut que quelqu'un veut jouer un personnage qui est différent de lui, autant au niveau physique, mais qu'au niveau mental. On est dans la séance de questions, là, fait qu'on est vers la fin. Fait que, donc, c'est ça que ça nous permet de faire. Fait que oui, il y a certains aspects, mais c'est sûr que ça va être plus lousse que pour le combat. Parce que là, vraiment, là, c'est calcul des points de vie, puis type d'attaque, puis blablabla. Tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à ce niveau-là, mais tu veux quand même que ça devienne un aspect qui est supporté, là, si tu veux, par ton système, qui fait que tu vas être capable les gens. Moi, même si tu roules pas, même si tu fais pas de jet, j'introduis souvent l'idée de trait
qui va dire, OK, voici ce que les personnages pensent, qui est bon, qui est pas bon. Et là, la personne va le jouer de façon, tu sais, va le regarder, va le jouer de façon, même si ça n'a pas vraiment d'influence sur le résultat, va quand même essayer de jouer ce personnage-là, que ces traits-là. Fait que ça introduit du bon role-playing, entre autres. On va en prendre une dernière, puis on a Oui. beaucoup de temps. Oui, il y avait toi, oui. Ben moi, j'avais deux questions. Est-ce que c'est possible de vous montrer mon projet après la séance de questions et avoir votre avis dessus? Oui, pourquoi pas. Moi, ça me dérange Ben, pas. moi, je vais être occupé, mais c'est certains, s'ils sont occupés, là, j'ai pas de problème. L'idée de même est bonne, là, je veux dire, j'ai pas de problème. Là, Moi, j'ai une partie avant, mais je sais pas si tu es sur le Discord du festival, mais entre autres, mettre son idée là, ça peut être une bonne idée aussi. Oui, c'est ça. Ouais, peut-être juste, c'est ça, si tu peux attendre peut-être juste après la fin du festival, parce qu'on est tous loadés, mais après ça ferait plaisir de regarder, là, discuter avec toi. Parfait. Puis mon autre question, c'était, je voulais savoir si vous connaissiez la scène des TRPG au Japon. Est-ce que c'est vraiment intéressant? J'ai pas qu'est-ce que... Les TTRPG japonais. Je connais Ryutama, c'est pas mal le maximum moi, de ma connaissance. Je sais pas si Moi, j'en ai un petit peu parce que j'en ai distribué. c'est ça. Je connais un petit peu Big Eyes, Small Mouth. mais à peu près c'est pas japonais en réalité. Mais C'est la façon de distribuer les TRPG qui sont un peu différentes, surtout en ligne, que je trouverais intéressante. Ben, chez, par exemple, on a même des panels. Il y a demain, je pense, d'aller, c'est Bruno Pierre Courtemanche, qui est justement sur la création de jeux de rôle de type animé. Fait que je ne sais pas si ça pourrait t'intéresser à regarder puis à discuter avec lui. Comme je te dis, oui, comme je te dis, moi, j'avais, à un moment donné, évidemment, ça avait été fort là-dessus. En tout cas, on entend moins parler présentement. Mais c'est ça, mais c'est quand même le fun dans le sens où tu as différents types de jeux qui viennent de différentes places. Tu sais, ça met de la variété. C'est pas comme tout. Je pense que les autres sont moins simulationnistes. En tout cas, ils essayent moins de se tenir à la réalité et sont plus flyés, si on peut dire. Là. ouais, en fait, c'est pas juste le jeu, c'est la façon de distribuer qui est très différente aussi là-bas. OK, Ça, si tu veux, ça, ça, je pense que c'est ça, moi, un peu, ouais. je connais rien là-dessus. Et je vais vous demander Oui, de donner parfait. une grande main d'applaudissements pour nos panélistes. Donc, l'art de créer et publier votre propre jeu de rôle. Merci beaucoup. Et merci à nos commanditaires, les Terres d'Obsidia, le Gnome Archiviste et Arcana Création.